Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de très très belles vacances. Premier numéro pour cette nouvelle saison du vendredi 17 septembre. Pour le premier numéro, cette 4e saison du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et notamment sur le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital. On est ravis de vous accompagner chaque mois pour décrypter l'actualité et vous donner les bons plans, les bons tuyaux, mais surtout vous donner de l'info avec un décryptage acéré et l'ensemble des parties prenantes. Et pour ce 31e numéro, nous avons deux invités exceptionnels et avant de vous les présenter, j'accueille celui avec qui je partage depuis bientôt 4 ans maintenant. C'est notre rendez-vous mensuel, le grand rendez-vous de l'immobilier. Il est rédacteur en chef adjoint à Capital, Guillaume Chazoulière. Comment ça va, Guillaume? Très bien, Sylvain. Un bel été? Très bien, très bel été. Avec un peu de soleil, je suis sorti de la France. C'est vrai que vous avez, oui, vous étiez du côté de la Grèce, voilà. Un petit peu en Grèce, voilà. Oui, la Grèce, cet été, c'était un peu compliqué quand même. Hein. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui nous attend? Effectivement, comme vous l'avez dit, on a deux invités de marque pour ouvrir cette 4e saison. J'ai l'honneur d'accueillir la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, avec qui nous ferons tout à l'heure le point sur les dernières réformes du quinquennat. Bonjour. Bonjour. Et dans une partie de l'interview, vous serez accompagné de Yann Joanneau, président de la Forêt Immobilier. Bonjour. Bonjour. Tous les deux, vous nous expliquerez en quoi les aspirations des Français ont pu changer depuis la pandémie, les confinements, le développement du télétravail. On refera le point et on refera aussi un point sur l'habitat de demain, les enjeux. Merci, mon cher Guillaume. Un programme haut en couleur pour ce numéro de rentrée. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. On est effectivement très heureux de vous recevoir. Beaucoup de questions vont vous être posées. On va tâcher d'être le plus précis possible. Vous êtes dans le saison 4, déjà la saison 4, vous vous rendez compte, hein, Guillaume? 31e numéro, c'est parti, à tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Voilà, première partie de notre grand entretien avec nos deux invités qui sont au cœur de l'actualité de la rentrée. Bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? On s'est venu il n'y a pas très longtemps à Cannes. Au MIPIM. Voilà, il faisait très très chaud. Voilà, je sais. Et en plus, vous repartiez dans la même journée pour aller aux Energy Meetings. Ben oui, la rénovation énergétique, c'est important. Merci en tout cas d'être avec nous et d'avoir accepté justement d'être à côté de Yann Joanneau, le président de La Forêt. Bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà, le réseau La Forêt, qui est un réseau majeur dans la distribution de produits immobiliers sur l'ensemble du territoire. Alors que la pandémie, effectivement, et les confinements successifs, le développement du télétravail ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, peut-être faire naître de nouveaux usages. Vous avez lancé un vaste programme qui s'appelle Habiter la France, Emmanuelle Wargon, on va en parler. Est-ce que tout ça va durer? Est-ce que vraiment on est sur un changement de paradigme? L'idée, c'est de parler un petit peu de ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de l'inclusion sociale dans la cité, le logement. Hein, le logement, un vrai sujet. Je rappelle quand même que presque 5 millions de personnes en France cherchent à être logées dans de bonnes conditions et dont 2 millions, je crois, et demi sont en attente de logement social, par exemple. Voilà, et pour parler de tout cela, avec notre ami Guillaume. Effectivement, rebonjour à tous les deux. Les aspirations, on en a parlé, la presse en a largement fait ses unes. Les aspirations des Français changent ou ont changé, continuent de changer depuis le développement de la pandémie, le télétravail et puis les confinements. Yann Joanneau, je vais peut-être commencer par vous. Quelles tendances concrètes observez-vous aujourd'hui au sein de votre réseau? Plus précisément, quels sont les critères prioritaires demandés par les acheteurs parisiens et plus généralement dans les grandes villes lorsqu'ils recherchent un bien aujourd'hui? Il y a peut-être des critères qui n'apparaissaient pas avant ou qui sont mis, on va dire, qui sont remontés un peu dans la liste. Au-dessus de la pile, quoi. Je dirais que les critères principaux restent inchangés, puisque le premier critère, c'est l'enveloppe budgétaire qu'on peut consacrer à son logement, évidemment. Et puis le deuxième critère, c'est la localisation, donc la commune, l'arrondissement ou le quartier. Mais si on regarde un peu plus loin, c'est vrai que les Français ont développé de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs quant à leur logement, en commençant par exemple par la connectivité. Alors,
la capacité d'avoir un débit Internet suffisant lorsque on était en famille à 3 ou 4 à faire des visios, à échanger des pièces pour les besoins du fameux télétravail. Également, pour les besoins du fameux télétravail. Donc on nous interroge régulièrement sur le fait que des immeubles soient fibrés. On regarde également dans les environnements plus ruraux la couverture, également 4G. Donc c'est une première tendance. Cette fameuse pièce en plus, qui est également une autre tendance. Alors, naturellement, spontanément, on y pense pour le télétravail, mais pas que. Une pièce en plus pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir lire, pour pouvoir avoir une chambre d'appoint. Là encore, dans la période qu'on a traversée, on a vu ces regroupements familiaux, des étudiants qui revenaient chez leurs parents, de la famille, des proches en dépendance. Donc ça, c'est également une volonté, une aspiration assez forte. Les extérieurs en ville, dans Paris et dans les grandes métropoles, aujourd'hui, on devrait cocher systématiquement balcon ou terrasse sur les critères de recherche. C'est-à-dire que le reste devient invendable. N'importe quel. Je caricature. On parle des désirs et des souhaits. Hein. Il y a parfois un delta, un gap important entre les souhaits et ce qu'on peut finalement trouver. Hein. Les balcons, les terrasses, les balcons. Quand il y en a sur de l'ancien, c'est souvent au 2e et au 5e. Sur du récent, il n'y en a pas partout non plus. Et puis ensuite, les critères propre au logement. C'est vrai qu'on a besoin de luminosité, on recherche le moins de vis-à-vis possible, les qualités d'isolation phonique du logement, quand on a vécu là encore dans des copropriétés qui étaient pleines. Ça, c'est plus accentué qu'avant encore, bien sûr, critère, on va dire. Oui. On a dans un bel immeuble parquet moulure cheminée des années 30, lorsque l'immeuble est plein et qu'on a des enfants qui courent, des gens qui marchent, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver une certaine quiétude. Ça, ce sont les vœux, ce sont les désirs qui ont souvent du mal à se réaliser, ou en tout cas, on a du mal à les faire se rencontrer du fait d'un marché quand même très tendu depuis de nombreuses années, avec une offre qui est à un niveau l'un des plus bas dans l'immobilier ancien encore. En un an, elle aura baissé de 20% au sein des agences du réseau La Forêt. On voit qu'il y a une forte résilience des allocations d'actifs sur l'immobilier. On le voit d'ailleurs avec les institutionnels et un retour massif des institutionnels qui ont pour certains même liquidé leur portefeuille de retail parce qu'effectivement très impacté, et des investissements massifs sur le logement. Mais on a parlé d'un autre sujet sur le plan géographique. Alors est-ce que c'est une espèce de cliché de dire qu'il y a exode urbain, Emmanuel Vargon, sur un plan géographique? Vous qui vous déplacez énormément, hein, je vous ai vu faire 2 villes complètement à l'opposé dans la même journée, hein, ce qui est quand même pas simple. Est-ce que vous constatez, depuis vous êtes aux affaires à la tête du logement, un exode urbain? Est-ce qu'on assiste concrètement à un exode urbain et une ruée? J'utilise un mot un peu fort, mais une ruée sur les villes moyennes, quoi. Est-ce qu'on a vu certaines villes moyennes avoir une démographie qui s'est inversée, qui est devenue positive? Ça fonctionne? Alors moi, c'est une question que je me suis posée parce que suite à la crise, il faut qu'on comprenne ce qui se passe pour qu'ensuite les politiques publiques puissent être efficaces. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé un cycle de débat qui s'appelle « Habiter la France de demain », dans lequel on se pose ces questions-là. Et dans le premier débat « Habiter la France de demain », la question était « exode, mythe ou réalité ?» Alors, il y a une vraie différence, pour rebondir sur ce que disait mon voisin, entre les aspirations et la réalité. C'est-à-dire les aspirations de bouger, de quitter les grandes villes sont là, elles sont réelles, ça se voit, y compris dans les consultations des annonces sur les grands sites immobiliers. Sur les volumes de transactions, ça ne se voit pas beaucoup, parce que finalement, le nombre de transactions de gens qui quittent une région pour une autre ou qui vont d'un bout à l'autre d'une région, ça reste relativement anecdotique. C'est passé, je crois, de 6 000 à 12 000 ou de 12 000 à 20 000. Enfin, c'est-à-dire ça augmente beaucoup en pourcentage. Mais en valeur absolue, c'est des tout petits volumes. Pour relativiser, ouais. Donc, il y a un vrai écart entre ce que souhaitent les gens et le passage à l'acte du changement de région. Après, à l'intérieur d'une région, on retrouve du dynamisme des villes moyennes. Et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle parce que ces villes moyennes, elles rendent tous les services qu'on attend en termes de lien social, d'accès au commerce, d'accès à l'activité, d'accès à la vie culturelle. Et la ville moyenne, c'est peut-être une très bonne réponse à la question de la lutte contre l'étalement urbain, la question écologique. Et on est dans une période dans laquelle les prix restent modérés dans ces villes. Après, quand on regarde les tendances suite à la crise sanitaire, moi, je ne vois pas de changement majeur. Je vois un retour aux fondamentaux qu'il faut qu'on accompagne.
retour aux fondamentaux sur la qualité du logement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur ce sujet. C'est sûr que quand on est 2 heures par jour chez soi, 1 heure le matin, 1 heure le soir, la qualité du logement, on peut s'accommoder plus facilement. Quand on est de nouveau longtemps chez soi, la qualité du logement, donc des choses très basiques que vous avez citées, la lumière, le calme, l'exposition, évidemment l'accès à un espace extérieur. Une pièce supplémentaire pour travailler. Enfin, ouais. Une pièce supplémentaire ou une meilleure modularité. Oui. Parce que pièce supplémentaire, je ne sais pas à quel point ce sera possible pour tout le monde, mais dans un même logement, pouvoir mieux jouer sur les volumes, mieux organiser l'espace. Donc ces fondamentaux-là, ils redeviennent importants. Et ça, je pense que c'est important pour les décideurs publics pour accompagner la construction et le développement de logements avec des logements de qualité. Et ça, justement, un groupe d'architectes vient de vous remettre un rapport là-dessus avec des propositions très concrètes sur la qualité même des logements, avec des propositions. Comment tout ça va être utilisé par le gouvernement dont vous faites partie, va être Monument Musique? Comment ces propositions vont être reprises sur la superficie, les volumes? Alors, d'abord, c'est une commande que j'ai passée il y a 6 mois. Ouais. Parce que je trouvais qu'on s'intéressait beaucoup aux normes environnementales, et c'est bien, on pourra y revenir si nécessaire. On a passé une réglementation qui est ambitieuse sur la qualité environnementale du neuf, mais que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas posé la question collectivement, y compris politiquement, sur c'est quoi la qualité intrinsèque d'un logement. Donc là, on parle de surface, on parle de hauteur sous plafond, on parle de luminosité, on parle de logement traversant ou pas, qu'on peut aérer ou pas. Et finalement, je crois que c'était une intuition intéressante parce que c'est un sujet qui est arrivé dans le débat, y compris par un rapport d'un institut privé qui s'appelle Idéal, qui pose cette question-là aussi. La superficie des logements. La superficie des logements, notamment en Île-de-France, la superficie s'est réduite progressivement. Moi, je voudrais intégrer ce sujet dans les politiques publiques et surtout utiliser ce rapport comme une sorte d'électrochoc pour qu'on se repose la question de la qualité tous ensemble. Dans les politiques publiques, la prochaine étape, c'est de l'intégrer dans les aides fiscales, puisque nous avions annoncé il y a 1 an, dans la loi de finances 2021, que les taux d'aide fiscale à l'investissement locatif neuf, le dispositif Pinel bien connu, vont baisser à compter du 1er janvier 2023, puis de 1er janvier 2024. Donc ça a été voté il y a 1 an. C'était important de donner de la visibilité au secteur. Dans l'immobilier, tout le monde aime bien savoir ce qui va se passer, pas seulement à 12 mois, mais à 2, 3, 4 ans. C'est normal, on a besoin de fixer le cadre. Nous avions annoncé à l'époque qu'on maintiendrait le Pinel à taux plein, qu'on appellera le Pinel Plus, avec quelques critères supplémentaires de qualité. Et on visait à la fois qualité environnementale et qualité tout court. Et donc le référentiel que j'ai commandé à messieurs Leclerc et Girometti, il va nous permettre de définir ces critères qualité qui s'appliqueront pour le maintien de l'aide à taux plein au 1er janvier 2023. Alors, ce ne sera probablement pas la totalité du référentiel et le travail de concertation va s'engager. Et je me suis engagée à rendre public le projet de décret mi-octobre. Donc là, c'est une utilisation très concrète. Mais au-delà de ça, c'est aussi une manière d'acheter. Je pense que tout acheteur, ou d'ailleurs tout locataire qui cherche un logement à louer, se pose ces questions de base. La surface, l'orientation, la luminosité. Mais on peut aider la prise de décision en positionnant le logement par rapport à la moyenne, par exemple, ou par rapport à ce qui serait souhaitable du point de vue des professionnels. Donc, tout ne va pas être utilisé de façon réglementaire ou fiscale. Je ne veux d'ailleurs pas créer de nouvelles normes. Mais en revanche, ça peut être approprié, y compris par les promoteurs eux-mêmes qui peuvent s'engager à respecter ce référentiel, ou dans les chartes locales que les élus demandent aux promoteurs pour ou dans les annonces d'agents immobiliers. Productions neuves, ou éventuellement avoir un outil commun qui ne serait pas réinventé par chaque réseau d'agences, mais qui serait partagé, qui permettrait de dire tel logement, voilà comment il se situe par rapport au référentiel sur plusieurs critères. Il se situe comme ça en termes de taille, mais il se situe comme ça en termes de lumière, il se situe comme ça parce qu'il est traversant ou pas. Et du coup, ça permet d'objectiver un peu l'analyse de la qualité. Après, bien sûr, le coup de cœur, tout ça, ça restera toujours subjectif. Emmanuel Vargon, qu'on comprenne bien. Vous avez parlé du dispositif Pinel. Pinel, alors Super Pinel, Pinel Plus. On appellera ça Pinel Plus. Le Pinel, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Justement,
ce que j'aimerais, c'est vous évoquer l'idée que l'étalement urbain, c'est plus vraiment la donne d'aujourd'hui dans l'aménagement du territoire. Vous êtes d'accord là-dessus? Jusque-là, je suis d'accord. Ok. Le problème, c'est qu'on a une très grosse pression des Français à se loger. Est-ce que le fait qu'il y a un report sur des villes moyennes, qu'on est justement dans cette, je ne vais pas dire dans ce dogmatisme, mais à un moment donné, quelle est la solution? Des terrasses, il n'y en aura pas beaucoup, puisqu'on ne construit pas encore suffisamment. Le verre, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur. Les pièces se réduisent comme peau de chagrin. Catherine Sabat, à Idéal, l'a démontré dans une excellente étude que je recommande. C'est difficile, quand on est politique à ce niveau-là, de résoudre ces équations. ZAN d'un côté, je caricature un peu, et en même temps, une pression où on vous dit, Madame la Ministre, comment on fait pour loger les Français? Comment on fait pour aborder sereinement, et je sais qu'on vous pose chaque fois la même question, cette question cruciale du logement? Je vais repartir du basique. D'abord, on a besoin de plus de logements en France. En tout cas, on a besoin de mieux loger les Français. On manque de logements. Vous l'avez dit, sur le logement social, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social et on a des millions de personnes qui ne sont pas bien dans leur logement. Donc, on continue à avoir besoin de plus de logements. Ce plus de logements, ça va être du neuf. On a besoin de plus de neuf et de l'utilisation de bâtiments existants. D'abord, il y a des logements vacants qu'il faut continuer à mobiliser. Ensuite, on parlait ce matin dans la séquence d'Habiter la France de demain, de transformation de bureaux en logements ou de bâtiments professionnels en logements. C'est pour l'instant anecdotique, mais ça pourrait décoller. Ah oui. Quand je dis qu'on a besoin de plus de logements, en plus, on a besoin de plus de logements abordables. C'est-à-dire le besoin de logement, il est pour les classes moyennes. Et on a des marchés dans lesquels le logement libre atteint des prix qui deviennent très difficiles pour les classes moyennes. Donc ça, c'est l'enjeu de base. Comment réussir à développer une meilleure offre de logement? Il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui, et vous citiez les institutionnels qui reviennent. Il n'y a pas un promoteur, quand il met en vente un programme immobilier, en général, il n'a pas de problème à le vendre. Donc on n'a pas de problème de demande, on a un problème d'offre. C'est clair. Et une fois qu'on a dit ça, on a une deuxième contrainte. Il faut simplement qu'on l'accepte. C'est compliqué. Et après, les politiques, on est aussi là pour réussir à surmonter les contraintes. La deuxième contrainte, c'est de ne pas aller toujours plus loin à l'extérieur des grandes villes, des métropoles, etc., avec de l'étalement urbain, et de consommer moins de terres naturelles et agricoles que ce qu'on a fait précédemment. Pour des raisons écologiques, parce que ces terres naturelles et agricoles, on en a besoin pour lutter contre le changement climatique et pour la biodiversité, et pour des raisons sociales, parce que finalement, cet éloignement, c'est aussi un mode de vie qui n'est pas forcément le mode de vie souhaité, dans lequel on a aussi besoin de retrouver des activités du lien social, des commerces de proximité. Après, en réalité, entre le lotissement ravitaillé par les corbeaux et l'immeuble collectif trop petit en centre-ville bruyant, il y a 99% d'autres solutions. Il y a un éventail énorme d'autres solutions, du logement groupé, du logement semi-collectif, du collectif de qualité avec beaucoup d'espaces naturels, etc. Des lotissements dans lesquels on a un petit peu densifié, de la densification de centres de villes moyennes, etc., qui sont des solutions agréables à vivre. Et donc, toute l'idée, c'est d'avoir un système cohérent qui permette de faire émerger ces solutions. Et c'est aussi pour ça que, dans Habiter la France de demain, je veux qu'on traite tous les sujets à la fois, parce qu'on ne peut pas traiter en silo un jour la rénovation, le lendemain le logement neuf, le jour d'après les friches, etc., etc. Tout ceci, ça doit devenir une politique unifiée. Globale. Mais je suis totalement convaincue qu'on peut y arriver. Une réaction peut-être à ça, puis on a un micro-trottoir à passer, il nous reste 2 minutes. Oui, une réaction, Yann Giano, sur ce qui a été dit. Les critères essentiels pour le logement, moi, j'ai entendu pour faire évoluer le logement qui me conviennent. Pas de nouvelles normes quant à la qualité des logements et plus de lisibilité sur les dispositifs incitatifs. Et je crois que ce sont des points importants. Qu'on s'intéresse et qu'on ouvre un œil, en tout cas, sur la qualité du logement, la qualité de l'habitat, c'est en effet une très bonne chose. Et en effet, en parallèle, la nécessité, le besoin d'ouvrir le deuxième œil sur l'aménagement du territoire, parce que aujourd'hui, tout le monde
ne veut pas nécessairement, mais tout le monde est contraint d'habiter au même endroit parce que ce sont les endroits qui vont accumuler toute l'attractivité liée à l'emploi, liée à l'éducation, liée au transport, à la culture, au loisir. Et malheureusement, depuis plusieurs décennies, cette notion d'aménagement du territoire, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais n'a pas été suffisamment traité, en tout cas à son juste niveau. Et je crois que c'est l'enjeu de demain, parce que ces vagues n'ont pas d'exode rural. Et moi, je rejoins ce qui a été dit. Ce sont des phénomènes qui sont exagérés. Exode urbain, pardon, sont des phénomènes qui sont exagérés avec, en effet, des CSP+, qui ont franchi le cap rapidement au sortir du premier confinement. Mais aujourd'hui, des jeunes de moins de 35 ans qui régulièrement sont interrogés et veulent rester dans les métropoles, qui leur offrent des opportunités professionnelles. Alors justement, Yann Jeannot, on s'est permis d'aller au contact des Français, parce qu'effectivement, vous avez une vision très prosaïque, très pragmatique. Hein. Je rappelle quand même que le réseau La Forêt, vous êtes le deuxième réseau français de distribution, me semble-t-il. Deuxième, troisième, premier, tout dépend. 700 points de vente, en tout cas. Oui, mais l'avantage, c'est que vous avez un maillage territorial, et on le sait, dans l'immobilier par nature, l'actif immobilier est hétérogène par nature. Il faut quand même le comprendre aussi, on ne peut pas tout standardiser. Alors justement, on a demandé avec notre ami Guillaume à quelques Français dans la rue, là, on est allé les voir. Alors quelques Français, quelques Parisiens. Oui, mais oui. Ce qu'on n'a pas. Pourquoi on n'est pas Parisiens on n'est pas Français à Paris. Ce que vous allez entendre, c'est une réaction de Parisiens, donc mais on va dire de citadins. Et les besoins, on leur a posé la question de savoir quels sont vos premiers critères de confort. Justement. Quand on est dans les métropoles, c'est là qu'on a la meilleure institution. Je suis persuadé qu'on serait à Lyon, à Strasbourg ou à Marseille, on aurait eu les mêmes types de réactions. Et vous allez voir, c'est très surprenant, et on vous écoute une petite réaction juste après. On écoute. Quel est le premier critère de confort auquel vous prêtez attention lorsque vous visitez un logement? Alors pour moi, c'est très important que le logement en tout cas, soit très lumineux, fonctionnel, donc que ce soit pratique. Et qu'il y ait un espace pour chaque lieu de vie, donc cuisine un peu à part, salle de bain, espace de repos et un grand bureau aussi, pour moi c'est important. Voilà, donc plutôt sur l'aménagement du logement, voilà. Et le quartier aussi c'est important. En matière d'immobilier, il y a 3 critères, 1 l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Après, tout dépend de votre situation personnelle et familiale, mais après c'est le métrage. Sachant que la moyenne à Paris, c'est à peu près 10 000 € le mètre carré. La marge de manœuvre est souvent étroite, mais si vous avez une famille avec un enfant, vous essayez minimum de trouver un F2, F3. Et ça, après, c'est compliqué. C'est pour ça que je parlais d'emplacement, parce que plus tu vas avoir grand, plus tu es obligé de t'éloigner du centre-ville. Moi, c'est la luminosité en premier. Et ensuite, c'est savoir s'il y a un balcon. S'il n'y a pas de balcon, je n'achèterai pas ou je ne louerai pas. La lumière naturelle, je pense. Avoir de la lumière sans que je puisse allumer des lampes tout le temps. C'est tout. Avec un balcon sûrement, pour faire rentrer de l'air et plusieurs fenêtres. Tant que c'est lumineux, moi je prends. D'une part, la taille quand même, que ce soit pas trop petit pour que j'ai la place. Et après, je dirais la luminosité pour pas que ce soit... parce que j'aime pas quand c'est sombre. Eh bien écoutez, ça a évolué en fonction des âges de ma vie. Mais maintenant, c'est sûrement la lumière, très important pour le moral. Et puis l'accessibilité. Je ne peux pas monter 5 étages à pied. Alors le premier critère pour moi, c'est la luminosité. Il faut de la lumière, il faut plusieurs entrées de lumière. Donc des fenêtres, si possible, ce qu'on appelle traversant, vous voyez, donc ça arrive d'un côté et ça arrive de l'autre. Moi, je dirais que c'est surtout la luminosité, c'est super important pour moi. Et avoir un minimum mon espace. Et ce qui me tient aussi à cœur, c'est que ça ne soit pas assez encombré, parce que sinon on a beaucoup de mal à respirer. Et c'est super important d'avoir une fenêtre pour avoir une vue tout simplement, et ça donne beaucoup plus d'espace à une pièce. Ça, c'est super important. Madame la ministre, ça vous étonne Je vous promets, on ne les a pas coachés. Hein. Oui, sur la luminosité, c'est ce critère. Hein. Ouais. Non, ça ne m'étonne pas. D'abord, je voulais citer la luminosité tout à l'heure, donc tout va bien. Je ne suis pas totalement déconnectée. Deuxièmement, on est dans une zone dans laquelle le mètre carré est rare et cher, et du coup, forcément, les gens sont réalistes par rapport à leurs attentes, et donc ils ne vous disent pas forcément qu'ils voudraient avoir 2 fois plus de mètres carrés que ce qui est possible. Bien sûr. Et du coup, la lumière, je pense, fait vraiment partie du confort de vie, de la lumière et le côté traversant. Donc non, ça ne m'étonne pas, surtout en ville, où forcément, les rues sont parfois étroites, et donc un certain nombre d'appartements sont moins bien exposés. Yann Jeannot, à votre avis, quels sont les critères essentiels
qui devraient évoluer au sein de la construction pour améliorer l'habitat de demain dans votre vision? Peut-être une petite réaction à ça d'ailleurs. Et une réaction sur ce qui est dit. Non, la réaction, pardon, c'est le quotidien d'un agent immobilier. On a l'impression d'être face à des candidats à l'acquisition ou à l'achat qui veulent une salle de bain séparée avec une baignoire, une douche, quelque chose de traversant, une double exposition. En effet, pas de vis-à-vis. Ça, c'est tout à fait naturel d'avoir ces attentes et ces besoins, surtout en ville avec la luminosité absolument. Les critères qui devraient évoluer, alors ça a été évoqué, la modularité du logement, parce que en effet, la dimension budgétaire va freiner finalement les ambitions, cette pièce en plus dont on rêve tous. Ça, c'est la première chose. La vie en communauté, dans une copropriété, l'isolation phonique, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est remonté très, très régulièrement par les copropriétaires qui ont traversé en effet des mois en collectivité. Et puis, toutes ces pièces à vivre, ces lieux de vie qui prennent de plus en plus d'importance. On parlait de la cuisine, c'était la salle de bain il y a quelques années. La cuisine qui devient aussi un lieu de vie, de convivialité, où on se retrouve en famille. Donc peut-être un rééquilibrage des mètres carrés dans son logement également. Merci. Sur la cuisine, peut-être juste un mot. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on se rend compte que l'un des critères de qualité, c'est la possibilité de séparer la cuisine. Ça ne veut pas dire qu'on le fait systématiquement, mais ça veut dire qu'il faut que le plan permette d'avoir une fenêtre qui permette éventuellement de recloisonner une cuisine si on le souhaite. Or, on était allé très loin dans l'unification de la pièce, dans laquelle le coin ouverte, cuisine était juste un mur ou juste un angle potentiellement aveugle. Et la modularité, donc la possibilité d'ouvrir ou de refermer, ça, c'est, je pense, quelque chose qui va devenir la norme dans pas très longtemps. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on reparlera de ce sujet, justement, sur quelque part une forme de plasticité, finalement, ou de modularité du logement. Merci à tous les deux. Restez avec nous. Nos échanges vont se poursuivre pour le grand rendez-vous de l'immobilier, parce que dans un instant, les amis, c'est votre séquence préférée. Ça vous concerne. Première partie, décryptage avec des notaires, des avocats, des experts et toute la planète experts immobiliers pour vous donner les bons tuyaux, les bons plans. On se retrouve tout de suite après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver, comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien, rebonjour les amis, voilà, ça vous concerne, ça revient pour cette 4e saison, 31e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, magistralement orchestré et animé par notre ami Vincent Favreau. Comment il va ? Oui, bonjour, regardez, il fait son petit sport du matin voilà, pour être en forme. Comment ça va là-haut ? Ça va bien. Ça se voit pas que je suis très gros. Ouais, ça va, Vince. Vous avez passé un bon été ? Très bien, très bien. Hein, heureux de vous retrouver. Voilà, il vous reste un peu de couleur quand même. Hein, ouais, hein au niveau dans les paupières. Ouais. C'est clair. Alors, aujourd'hui, nous avons un agent ou une agent immobilier, plutôt une chasseuse immobilière. Chasseuse d'appartements voilà. Chez Omlius, et Delphine Hermanck avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'ouvrir la 4e saison avec nous. Des questions toujours et puis vos réponses d'experts. Voici la première sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. C'est Carlos, il est bailleur, il souhaite mettre son bien en vente avant l'échéance du bail de son locataire. Quelles obligations il doit respecter pour ça ? Est-ce qu'il peut le faire déjà ? Alors la bonne nouvelle déjà, c'est qu'il peut le faire. Et ça c'est bien.
L'autre nouvelle, je ne vais pas l'appeler la mauvaise, c'est qu'il y a effectivement des conditions à respecter et on va voir que ça dépend, y compris de la façon dont il a acheté le bien au départ. On va partir du principe que Carlos, au départ, avait acheté ce bien libre de toute occupation, déjà, et on verra après l'autre scénario. Premier scénario, il l'a acheté libre de toute occupation et il le loue actuellement avec un bail vide. D'ailleurs, qu'il y a une différence entre vide ou meublé. Si c'est un bail vide, il doit donner à son locataire un congé pour revente et observer un préavis de 6 mois avant que le locataire puisse sortir. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre d'un bail vide, le locataire il a un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il a un droit de préférence pour devenir acquéreur de l'appartement. Ce qui signifie que quand on va lui donner son congé pour revente avec un préavis de 6 mois, on va aussi lui expliquer que donc c'est pour le vendre, que l'appartement ou la maison va être proposé à tel prix, dans telles conditions, et le locataire a un délai de 2 mois pour se porter acquéreur. À partir des 6 mois. Non, 2 mois à partir du moment où on lui signifie qu'on a besoin de ces 6 mois et qu'on va mettre l'appartement en vente. Il a 2 mois pour signifier si oui ou non il veut se porter acquéreur. Au bout de ces 2 mois, s'il n'a pas répondu, on considère qu'il refuse. S'il a répondu, on peut lui octroyer 2 mois supplémentaires dans le cas où il voudrait acheter avec un emprunt. Attention, point à ne pas oublier, et que souvent les vendeurs, bailleurs oublient, si jamais le locataire refuse d'acheter, le bailleur met le bien sur le marché, en vente, et puis finalement il y a une négociation sur le prix avec l'acquéreur potentiel, le bailleur a obligation de reproposer dans ces conditions-là le bien au locataire. S'il ne le fait pas, la vente peut être cassée par le locataire. Là, c'est dans le cas d'un bail vide. Bail meublé, beaucoup plus facile. On donne un congé pour revente au locataire, il a un préavis de 3 mois, et il n'a pas de droit de préemption. On peut toujours lui proposer, voir s'il veut l'acheter, mais pas de préférence pour l'acquisition. L'autre possibilité pour Carlos, c'est de vendre un bien occupé. Petit impact sur le prix. A priori, l'acquéreur potentiel voudra peut-être l'acheter à un prix légèrement inférieur au marché, mais c'est possible. Même principe, si c'est un bail vide, droit de préemption du locataire. Si c'est un bail meublé, pas de droit de préemption du locataire. Mais si on vend occupé, à ce moment-là, on propose, on montre le dossier du locataire à l'acquéreur potentiel. C'était le cas numéro 1. Si Carlos avait acheté le bien libre de toute occupation. Si Carlos, quand lui-même il a acheté, il y avait déjà un locataire dedans, et que le bail doit prendre fin moins de 3 ans après son acquisition, il est obligé pour vendre d'attendre la fin du premier renouvellement du bail. Voilà. Dernier cas particulier, dans lequel le locataire n'a pas de droit de préemption, même dans le cas d'un bail vide, lorsque vous voulez vendre à un membre de votre famille. Et ça, sur 3 générations. Très bien. Voici pour Carlos, donc prenez vos dispositions pour anticiper un petit peu, Carlos. Une deuxième question de Lisa du groupe Facebook aussi. Lisa vend un appartement libre dont le locataire est parti en octobre 2020. L'acheteur exige une copie de la lettre de résiliation du bail pour signer l'acte de vente. Malheureusement, Lisa n'a pas gardé la lettre de résiliation de son locataire. Ce document, est-ce qu'il peut être exigé par l'acheteur ? Il peut et il doit être exigé par l'acheteur pour les raisons qu'on vient de voir sur le cas précédent notamment, parce que l'acheteur doit pouvoir s'assurer que les conditions de résiliation du bail ont été respectées, soit parce que c'est le bailleur qui a donné congé, soit parce que c'est le locataire qui a donné lui-même son congé. Et donc, il est en droit de demander des preuves écrites. Je lui conseillerais même, et on conseille toujours à nos acquéreurs, de bien vérifier que tout ça a été fait dans les règles de l'art. Vérifier, si le locataire avait ou non un droit de préemption, comme on vient de le voir, donc un droit de préférence pour acheter, et s'il lui a été correctement proposé. Vérifier que le logement est effectivement libre et que le bail a bien été résilié dans les règles de l'art aussi, parce que le locataire pourrait s'opposer sinon. Et puis, ça permet aussi à l'acquéreur potentiel d'éviter tout litige avec l'ancien locataire. Je pense que l'acquéreur de Lisa n'aimerait pas que le locataire ait gardé 3 clés et puis finisse par revenir dans le logement alors qu'elle vient de l'acquérir. Donc la solution pour Lisa qui a perdu le document, c'est éventuellement de réutiliser l'état des lieux de sortie qu'elle avait fait, mais surtout de bien regarder dans l'état des lieux de sortie, puisque normalement on a obligation, le locataire a obligation de préciser sa nouvelle adresse pour qu'éventuellement Lisa puisse le recontacter et lui demander d'envoyer une copie éventuellement de sa lettre de résiliation si c'est lui qui l'a faite ou de celle qu'il a reçue de la part de Lisa. Les conséquences, si jamais elle ne le faisait pas, c'est que le locataire pourra demander la nullité de la vente. Donc elle court quand même un risque important parce que s'il peut prouver qu'il n'y a pas eu respect du préavis et ou de son droit de préemption,
parce que lui n'aura pas reçu les bons documents ou pas en temps et en heure ou ne précisant pas les informations dont on a parlé précédemment, il pourra faire une action et dire que globalement la vente est impossible. Merci beaucoup Delphine Herman, chasseuse d'appartements, pour les réponses aux questions. Et puis pour vous retrouver, c'est homeliu.com. Voilà, vous posez vos questions, c'est simple. Le groupe Facebook, le Club des Proprios, un groupe géré par Capital où nous sélectionnons vos questions. À tout à l'heure avec notre expert notaire. Merci Vincent, vous restez avec nous pour les autres séquences, ça vous concerne. Merci Delphine. Merci. Et c'est le moment de l'édito attendu pour cette nouvelle saison de David Benbassa. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Et oui, pour ce numéro de rentrée, 31e numéro, saison 4, avec l'édito de David Benbassa, le patron de Bien Ici. Salut David. Bonjour Sylvain. Alors, vous êtes de retour avec nous, vous avez passé un bel été ? Très bien, merci à vous. Voilà, vous avez l'air reposé. Ouais. De quoi allez-nous nous parler aujourd'hui ? On est à la rentrée, donc je vais parler de rentrée étudiante. Ça me paraît bien. Et on va essayer de comparer et de mettre un éclairage sur cette rentrée 2021, clairement différente par rapport à celle de 2020. On sortait d'un confinement. On ne savait pas si les cours allaient avoir lieu en présentiel. Cette année, le marché de la recherche et du logement étudiant a repris des couleurs, puisque bonne nouvelle, 100% en présentiel a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur. Et il n'y a pas eu de bug sur le fameux Parcoursup, donc tout s'est plutôt bien passé. Mais il y a quand même eu un petit déséquilibre, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 3 millions d'étudiants en France et seulement 400 000 logements étudiants si on regarde les Crous et les résidences étudiantes. Donc il y a un certain déséquilibre et donc il va falloir se tourner vers le parc privé, c'est essentiel. Si on regarde le marché de la location classique, c'est aussi particulier. Depuis 2019, le marché ne cesse de baisser, l'offre en tout cas, et on a des baisses de près de 20% d'offres de location depuis 2019. Ah oui. Par contre, le volume, lui, de demande reste stable, voire en progression, donc évidemment, ça crée une certaine tension de marché. Le constat, c'est que les petites surfaces qui sont plutôt recherchées par les étudiants, elles flambent en moment de la période estivale. C'est logique. En gros, les studios, c'est 20 à 25% de l'offre de la recherche locative en France, nationalement. Quand on s'approche de l'été, de juin à septembre, cette recherche monte à 30 à 40%. Donc il y a tension, donc c'est compliqué, donc les étudiants ont du mal à trouver ces classiques et on peut même dire qu'il y a une pénurie d'offres de logement étudiants. Cette année, ce sera la même chose et encore, on n'est pas sûr que les étudiants étrangers... C'est une grosse galère pour eux. Est-ce que les étudiants étrangers sont revenus ? On ne sait pas non plus, c'est compliqué. Bref. Moi, ce que j'ai envie de dire aux propriétaires bailleurs, c'est que non, l'étudiant n'est pas un locataire moribond. L'étudiant n'est pas un locataire plus difficile à gérer que les autres. Il faut juste bien encadrer sa location. Et je dirais aux bailleurs, si vous avez effectivement un bien qui puisse correspondre, c'est pertinent peut-être de s'intéresser aux étudiants. Le portrait robot du bien, c'est simple, c'est un studio, un T1, c'est le bien le plus recherché par les étudiants. Quelques particularités sur les critères, la localisation, il faut qu'il se trouve proche des universités ou des écoles ou proches des réseaux de transport qui permettront d'amener ces étudiants dans leur futur logement. Il y a un autre élément, ça c'est peut-être plus pour les parents, c'est qu'il soit décent. Autrement dit, on en parle beaucoup en ce moment, qu'il ne porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité de ses occupants. Vous me voyez venir, je vais vous parler des diagnostics immobiliers. Juste un mot, forcément c'est une obligation de le réaliser et de le présenter aux locataires. Alors il y en a plein, il y a le plomb, l'amiante, l'installation électrique et gazière, l'état des risques et pollution, le diagnostic bruit. C'est nouveau depuis 2020 dans les zones proches des aéroports. Et puis le fameux DPE qui a repris un coup de jeune. Opposable depuis le 1er juillet 2021. Et c'est vrai aussi pour les locataires. Donc ça, c'est important. Par contre, c'est toujours valable 10 ans. C'est toujours obligatoire pour tous les biens loués de plus de 4 mois. Donc c'est aussi important pour les locataires. Alors, élément intéressant, ce n'est pas un critère de recherche, le DPE. Par contre, ça va devenir, et ça devient de plus en plus, un critère de sélection aussi pour les locataires. Donc il faut faire attention à cet indicateur. Sur l'équipement du logement, ça dépend si on va mettre son bien en meublé ou non, ou en nu. Ça permettra de bénéficier d'avantages fiscaux pour les bailleurs. Pour le mobilier, c'est pas très compliqué. Si vous le mettez en meublé, il suffira que chaque pièce ait de destination et le mobilier concerné. Si vous avez une chambre, évidemment, c'est un lit et un matelas. Si c'est une salle de séjour ou une pièce à vivre, c'est une table et des chaises. Bref, vous l'avez compris, c'est pas très compliqué. On peut aller un petit peu plus loin pour améliorer la décoration ou encore faire de la connectivité Internet. Ça viendra attirer de plus en plus de profils d'étudiants, bien évidemment. Le montant des loyers, j'en dis un mot. Forcément, il faut qu'il soit en cohérence avec la typologie du bien, meublé ou pas meublé, avec les services qui sont dedans. Maintenant, il y a une chose essentielle, c'est fixer le prix en fonction d'un prix de marché. Et le locataire
si l'étudiant est la cible de locataire, bien évidemment, le prix du loyer va être important pour lui et pour les parents ou pour le garant. Donc attention au prix du loyer pour les étudiants. J'ai une étudiante, donc je sais de quoi je parle. Dernier mot, là plutôt pour les bailleurs. Une étude avait été faite en 2018 par OpinionWay sur le fait que 80% des bailleurs redoutent les impayés dans la location. Eh oui. Oui, effectivement, c'est indispensable de vérifier la solvabilité du candidat étudiant, du garant, mais c'est vrai pour tout. Ce qui est encore plus intéressant, c'est peut-être de s'adresser à un professionnel qui pourra vérifier tout ça et proposer et conseiller la garantie locative adaptée. Ça, c'est un bon conseil. Un dernier mot sur la durée, peut-être, et on aurait fait le tour du portrait robot du bien. La durée de location. Forcément, ce sont des temps courts, mais ça peut être un avantage ou un inconvénient. Un inconvénient parce que voilà, c'est des entrées et des sorties beaucoup plus fréquentes, mais ça permettrait peut-être au bailleur de réaliser des travaux ou alors de profiter du bien pour son propre, pour lui-même ou pour sa famille. Donc vous voyez les autres recours de la location. Si vraiment on n'a pas trouvé parmi les résidences étudiants ou les CROUS ou le parc privé, il reste peut-être à louer une chambre dans la famille ou chez un particulier, ou encore nouvelle chose qui arrive, c'est la colocation intergénérationnelle qui a le vent en poupe. Ou le co-living, voilà. Et qui propose de belles expériences humaines, et c'est bien là le plus important. Merci beaucoup David, toujours un plaisir avec justement cette approche du marché. On va vous retrouver le mois prochain, mais vous restez avec nous sur le plateau puisque c'est l'heure du Focus Immo. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Et toujours avec nous, David Benbassa, comment ça va? Mais toujours très bien. Alors David, vous appelez quelqu'un, puisque vous avez cette séquence Focus Immo, où on s'intéresse au marché en province, un peu partout sur le territoire, et qui de mieux que les professionnels pour nous répondre? Qui avons-nous au téléphone? Alors absolument, les professionnels sont les plus indiqués pour répondre à ces questions et donner une tension sur le marché. On parlait de marché de la location étudiante et on va appeler monsieur Arnaud Marquet, qui est le directeur de City à Angers. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, figurez-vous, parce que son équipe, je vais vous parler un peu de ma vie, a trouvé ce fameux logement étudiant introuvable pour ma fille. Donc forcément, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Ouais, c'est l'illustration par l'exemple. Par l'exemple, toujours. Alors Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'avais une question pour vous sur quelle est l'évolution de la demande pour les logements étudiants, alors à Angers, puisque vous y êtes, par rapport à l'année dernière. Quelles évolutions? La demande de logements étudiants a été bien présente cet été sur Angers. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une évolution, peut-être dans le sens d'un tassement. L'année qui s'est écoulée était particulière. Beaucoup d'étudiants ont suivi leurs cours en distanciel, ce qui veut dire des logements inoccupés. On pouvait se dire que des logements allaient être rendus pendant le cours de l'année, ça n'a pas été le cas. On pouvait se dire aussi que les étudiants et leurs parents allaient attendre de voir ce qui se passerait à la rentrée pour statuer sur la nécessité du logement. Là aussi, ça n'a pas été le cas, et donc la demande a été très soutenue. Tous les logements se sont loués. À fin juillet, on n'avait plus de logements à louer sur Angers. Est-ce qu'on peut parler de pénurie du coup? On peut parler de pénurie à Angers sur le logement étudiant? Disons que la demande est très soutenue et sur un temps très court. Et donc, ça donne effectivement l'impression d'une pénurie. En réalité, sur la fin de l'été, les demandes sont moins nombreuses et donc beaucoup d'étudiants ont quand même trouvé un logement. Mais ça les a obligés à se positionner très tôt dans l'été, à réserver des logements en début d'été, qui serviront qu'à la rentrée. Et ça, c'est nouveau sur Angers depuis 7-8 ans à peu près. Et du coup, pour un peu relancer un peu ce marché de l'offre étudiante, est-ce que vous rencontrez, vous, beaucoup d'investisseurs qui souhaitent louer à des étudiants? Oui, il y a beaucoup d'investisseurs en locatif sur Angers de manière générale, sur le logement étudiant en particulier, puisque cette forte demande des étudiants, forcément, elle tire les loyers vers le haut, ce qui est un élément important pour les investisseurs. Cette année, par rapport à l'an dernier, on est sur une évolution des loyers de plus 5% à peu près, plus 5 points. Et puis cette tension de la demande fait que les logements sont loués toute l'année. Donc ça assure l'investisseur d'avoir un loyer 12 mois sur 12. Dans le jargon, on parle d'un taux d'occupation de 100%, ce qui est un élément important, voire décisif pour le calcul de la rentabilité. D'accord. Eh bien, parfait, merci beaucoup. C'est bien ce que je disais. Donc, le marché étudiant, c'est toute l'année. Donc, ça doit intéresser les investisseurs au plus haut point. Oui. Et d'ailleurs, Angers est une ville étudiante très connue pour cela. Absolument. Merci Arnaud Marquet.
Merci à tous. Voilà, voilà, et surtout ne changez rien, et dès qu'on ira à Angers, ben c'est vous que l'on ira consulter. Merci à vous. Volontiers, à vos dispositions. Eh bien, merci David. On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude. Avec plaisir. Pour votre focus sur l'immobilier en appelant les professionnels, mais aussi votre édito, toujours très attendu. Merci à vous. À bientôt. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ça vous concerne. Deuxième partie, votre séquence préférée avec l'ami Vincent. Oui. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, ça va bien. Il est très en forme, hein, toujours. Vincent. Et nous avons notre notaire préféré sur le plateau. C'est Nathalie Cousigou-Suaz, bonjour. Bonjour à tous. Des questions Merci pour de vous. cet accueil. Avec plaisir. Vraiment. On n'a pas sorti les feux d'artifice, mais on n'est pas loin. On n'en est pas loin. On n'est pas loin. On n'en est pas loin. Voilà. Première question pour vous, Nathalie. Étienne est retraité et propriétaire de 2 biens immobiliers, une résidence principale et une autre résidence secondaire. Il se demande quels sont les dispositifs les plus efficaces pour organiser la transmission de son vivant à ses 2 enfants en limitant donc les droits de succession. C'est son intérêt. Bien sûr, mais Étienne, il a raison de s'interroger, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les enfants reçoivent un bien par donation, ça coûte beaucoup moins cher que lorsqu'ils reçoivent pas succession, pour de nombreuses raisons. Déjà, quand on fait une donation, il est fréquent qu'on se réserve ce qui s'appelle l'usufruit, c'est-à-dire le droit de rester dans les lieux toute sa vie durant, ou aussi de louer les biens et de percevoir les revenus du bien, ce qui peut assurer une retraite. Donc, la valeur de transmission, elle est perçue sur une valeur diminuée de cet usufruit qui est retenu par la personne qui donne, qu'on appelle le donateur. Par exemple, lorsqu'une personne a 72 ans et qu'elle donne un bien qui vaut 100, en fait, les droits de mutation sont perçus sur une valeur de 70% et pas de 100%. Et cette valeur est figée une fois pour toutes. Et au décès, lorsque la personne malheureusement décède, l'usufruitier, il n'y a aucune fiscalité à payer. Donc, il est beaucoup plus avantageux, effectivement, de faire des donations de son vivant, sachant qu'il y a des franchises fiscales de 100 000 € par enfant et par parent qui se reviennent à la base tous les 15 ans. Donc ça, c'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi savoir qu'il ne faut pas se précipiter uniquement pour des raisons fiscales. Parce que ce que nous dit Étienne, effectivement, c'est qu'il a 2 biens et 2 enfants. Donc on se dit, écoute, après tout, il pourrait, effectivement, tout en gardant l'usufruit des biens, faire une donation de la résidence principale à l'un, la résidence secondaire à l'autre. Ça serait une donation partage. Encore faut-il qu'on les évalue exactement. Et peut-être que l'un des biens ne vaut pas la même chose que l'autre. Donc, soit Étienne, il a les moyens de compenser celui qui a la maison la moins chère en donnant des sous, soit c'est celui qui a la maison la plus chère sur le papier qui va donner ce qu'on appelle une soulte à l'autre. Donc tout ça, il faut en parler. Il faut vraiment en parler avec ses enfants, puis aussi avoir quelque chose en tête. C'est une fois qu'on a donné, on ne peut plus vendre sans l'accord de ses enfants. Vous savez, c'est ce que on parle de rentrée et de cours de récréation. Les enfants, quand ils disent donner ses données, reprendre ses volets, c'est tout à fait vrai en matière de donation, mais on dit qu'une donation, elle est irrévocable. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on ne peut plus, sauf conditions exceptionnelles, revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vendre sans l'accord de ses enfants, même si on a gardé l'usufruit. Certes, les enfants ne pourront pas vous obliger à vendre, mais vous ne pourrez plus disposer librement de votre bien. Donc, il faut qu'Étienne réfléchisse non seulement à ce qu'il veut faire de ses biens dans l'avenir, parce qu'à un moment, il peut peut-être avoir envie de vendre sa résidence secondaire. Donc, s'il l'a donné, ça sera peut-être moins simple. Puis, vous savez, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais il faut être très vigilant aussi sur le sort qu'on veut affecter au bien. Imaginez qu'Étienne, il se dise, tout compte fait, je vais garder ma résidence principale, mais je vais donner en indivision à mes 2 fils ma résidence secondaire. Ce ne sera pas une donation partage, mais peu importe, ce sera une donation simple. Chacun des fils aura la moitié de la résidence secondaire et sur lequel il y aura l'usufruit de papa. Donc l'intérêt, c'est qu'on aura anticipé les droits de succession. Sauf que, imaginez que notre Étienne, il détienne cette maison depuis plus de 30 ans. Et qu'il fasse une donation en 2021 à ses enfants et que, pour des raisons familiales, tout ce beau monde décide de vendre le bien, donner, en 2025, pour les enfants, le point de départ de la plus-value immobilière que l'on paie quand on fait un profit, c'est le jour de la donation. Donc, il faut être vigilant. Il y a toute une stratégie patrimoniale et familiale qu'il faut vraiment évoquer avec son notaire.
la fiscalité ne doit être que la cerise sur le gâteau. Bien consulté donc pour Étienne. Marie maintenant a une question, elle nous l'a posée, elle est retraitée, elle a donné il y a quelques années la nue propriété de sa maison à ses enfants tout en conservant l'usufruit, on en parlait. Bien sûr. Marie souhaiterait aujourd'hui vendre cette maison pour s'installer en maison de retraite. Doit-elle pour ce faire avoir l'accord de ses enfants ? Alors, bien évidemment, puisqu'elle a donné, il faut savoir qu'il faut impérativement l'accord de ses enfants qui sont des nus propriétaires. Donc, il y aura 3 personnes qui vont concourir à cette vente. Alors, sachez que l'accord des nus propriétaires est indispensable pour vendre la pleine propriété. En revanche, ses enfants ne pourraient pas la contraindre à vendre la pleine propriété dès lors qu'elle a l'usufruit. C'est pas bilatéral. En revanche, effectivement, il va falloir l'accord de ces 2 filles qui vont pouvoir exiger leur part sur le prix de vente. C'est-à-dire que si notre mari, elle a par exemple 75 ans et que ses filles ont la nue propriété, Marie, sur le prix, elle ne va recueillir que 30% de la valeur du bien. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour payer une maison de retraite ? Dans ce cas-là, si ses filles lui laissent les sous, on dit que c'est un quasi-usufruit. Ce qui n'est pas obligatoire, il faut que ça soit une convention avec les filles. On va rédiger un contrat par lequel les filles laissent leur part à leur mère, mais ne lui donnent pas, pour pas qu'au décès de leur maman, il y ait de nouveau à repayer des droits de donation, de droits de succession. Donc il faut vraiment que Marie aille voir son notaire et surtout on parle à ses filles pour voir si d'une part elles sont d'accord pour vendre la maison et d'autre part ce qu'on va faire des sous, parce que à défaut d'accord, les sous vont être mis à hauteur de 30% à Marie et 70% aux filles. Voilà pour les réponses. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Merci, notre notaire. On se retrouve tout à l'heure avec notre expert avocat. Merci, Vincent. On va se retrouver d'ailleurs dans un instant pour toujours notre 31e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Au programme, la suite de notre entretien avec la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, mais aussi une nouvelle séquence. On vous a préparé du nouveau. L'Agence nationale pour l'information et le logement, l'ANIL, va avec nous chaque mois décrypter l'actualité juridique du logement. Et on va accueillir tout à l'heure Roselyne Conan qui va nous en parler. Et ce sera chaque mois. À tout de suite. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin. Les amis, après, ça vous concerne, le Grand Témoin, partie 2. Et c'est notre invitée, elle est restée sur le plateau et on leur remercie. La ministre du Logement est avec nous, Emmanuelle Wargon. Rebonjour. Rebonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. On continue de faire le tour des questions d'actualité de l'immobilier de la rentrée. Et c'est vous qui lancez cette question pour cette phase 2, mon cher Guillaume. Eh bien, merci. Madame Wargon... Je vous en prie, mon cher Guillaume. C'est gentil. Le choc d'offres annoncé au début de quinquennat, on s'en rappelle, n'a malheureusement pas vraiment eu lieu. La construction de logements neufs est même à la peine en cette fin de mandat. Sur quel levier allez-vous travailler là, dans les mois qui restent, pour justement tenter de relancer la construction ? Alors, au début du quinquennat, on a pris beaucoup de mesures de simplification, notamment dans la loi Elan, qui aident. Mais la question de l'offre, c'est finalement une question qui est plus compliquée parce que ça devient une question culturelle. C'est la question de savoir si les habitants, un endroit quelconque, sont prêts à accueillir des nouveaux habitants, donc des nouvelles constructions, et comment est-ce que les élus sont prêts à les accompagner. Et ça n'est pas une discussion difficile entre ministère, État et élus. C'est une discussion potentiellement difficile, mais qu'il faut qu'on ait, entre l'intérêt général et ce que ressentent les Français sur le terrain.
Parce que d'une certaine manière, les nouveaux arrivés sont très contents d'être arrivés et n'ont pas envie qu'il y ait des nouveaux. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte et qu'on l'accepte, parce qu'une fois qu'on l'a compris, ensuite, on peut voir comment faire pour rendre de nouveau la construction possible. Donc, c'est finalement pas un sujet seulement de normes, même si les normes peuvent aider, et même si le cadre économique peut aider. C'est beaucoup un sujet politique. Alors, face à ça, sur les chiffres de la construction, on n'est pas si mal en réalité. On a eu un très gros trou de construction en 2020, très préoccupant, puisqu'on était autour de 380 000 permis de construire, ce qui est historiquement très bas sur 12 mois fin 2020. C'est clair. On est maintenant de juillet à juillet 2020 à juillet 2021 à 430 000 permis de construire. Donc on est en train de revenir dans des étiages, dans des zones qui sont des zones connues. On ne va pas forcément finir si loin pour les 12 mois de l'année 2021 de 450 000, on verra bien. Et donc on est revenu dans une zone intermédiaire acceptable. Là où on a une difficulté, c'est là où on a le plus de besoins. Donc c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a plus de difficultés dans les logements collectifs que dans les logements individuels, et dans les zones tendues que dans les zones détendues. Donc le segment, l'endroit où on a du mal à relancer les permis de construire, c'est en gros dans les grandes villes, dans les métropoles, dans le logement collectif. Et le fameux rapport Rebsamen, là, vous avez commandé. Oui, j'y viens. Mais du coup, c'est aussi là qu'on a des problèmes sur le logement social, parce que les besoins de logement social et la construction de logement social, elle se fait plutôt là. Donc en gros, en général, en volume de permis de construire, on est en train de revenir à quelque chose qui est raisonnable par rapport à ce qu'on connaît. Mais pour moi, le sujet, c'est pas de savoir si on atteint le chiffre en général cité de 500 000 logements neufs par an, parce que la question, c'est où et quoi. C'est-à-dire, est-ce que les logements en construction répondent vraiment aux besoins? Et les besoins, ils sont plutôt dans les grandes villes. Et sur le logement social, du coup, on a agréé 87 000 logements sociaux l'année dernière. Notre objectif, c'est 120 000 cette année. Là, on est en agrément. Et je ne sais pas si on y arrivera. On a un comité de pilotage cette semaine. On fait tout pour, mais c'est un objectif ambitieux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait face à la situation? Cette fameuse commission Rebsamen, donc, qui a été mandatée, François Rebsamen, le maire de Dijon, qui est un maire qui, lui, s'est beaucoup engagé sur la construction et qui continue à développer l'offre de logement dans sa ville. Le Premier ministre lui a confié une mission flash, en fait, pour proposer, avec une commission, des outils de relance de la construction neuve, notamment cette construction neuve de logements collectifs en zone tendue. Et là, les travaux sont en cours. La remise du rapport est bientôt, d'ici probablement la fin du mois. L'objectif est d'intégrer les préconisations pour leur partie fiscale dans le projet de loi de finances 2022 et pour leur partie simplification dans la loi 4D, qui s'appelle maintenant 3DS, la loi de simplification qui arrive à l'Assemblée nationale en décembre. On a déjà quelques exemples de ces mesures avant d'arriver aux exemples, dire que moi, ma méthode, c'est de travailler collectivement, mais de travailler collectivement pour des rapports qu'on utilise tout de suite. Vous voyez, la commission Sichel, qui nous avait aidés sur l'accompagnement, ça a été intégré dans la loi climat et résilience et ça donne les nouveaux accompagnateurs, le prêt avance rénovation qui arrive. La commission Repentin sur la loi SRU, ça a été intégré dans la loi qui a été examinée au Sénat et qui arrive à l'Assemblée nationale. Et là, l'idée, c'est que ça soit utilisé tout de suite en loi de finances. Donc, c'est vraiment très opérationnel. Les pistes, les réponses, je ne les ai pas encore. Et puis, on va laisser François Rebsamen finir son travail, faire ses propositions et le gouvernement les reprendra. Mais on sait que c'est pas mal autour du modèle économique des élus pour trouver une manière d'accompagner les élus pour qu'eux-mêmes puissent accompagner des projets. Parce que c'est vrai aussi que la réforme des finances locales a changé un peu le mode de financement pour les élus de l'accueil de la construction neuve et qu'il faut regarder. Donc c'est autour de ça que ça tourne, avec une discussion qui, je crois, est assez riche entre les bailleurs sociaux, les élus et les professionnels. Et donc voilà, maintenant j'attends les conclusions. Alors, parallèlement à tout cela, on a bien compris votre engagement sur cette question. L'entrée en vigueur des premières mesures sur la RE 2020, en janvier 2022, tout à fait, ne risque-t-elle pas de faire augmenter les prix et donc, encore une fois, de pénaliser les acheteurs? En fait, la question que je vous pose, c'est alors vous qui consultez beaucoup, quel retour vous avez des promoteurs constructeurs sur le sujet? Est-ce qu'ils vous alertent?
Alors, la RE 2020, c'est devenu quasiment un non-sujet dans mes discussions avec les promoteurs et les constructeurs. Le sujet avec les promoteurs et les constructeurs actuellement, c'est la pénurie des matériaux et l'augmentation des prix des matériaux qui n'a rien à voir avec la RE 2020, qui est liée à la reprise chaotique des grandes chaînes d'approvisionnement. C'est vrai pour le bâtiment, c'est vrai pour les semi-conducteurs dans l'automobile. Et ça reste un sujet de préoccupation, essentiellement sur l'aluminium et sur le bois d'ailleurs. Et le bois, oui, qui est un gros sujet. Et le bois, ça nous a amené à dire qu'on allait prendre une vraie grosse initiative sur la structuration de la filière à bois française. C'est un souhait très fort du Premier ministre qui a annoncé des assises du bois et de la forêt pour qu'on arrive vraiment à passer un cran plus loin de la discussion générale de on pourrait probablement mieux exploiter la chance que nous avons d'avoir une belle richesse forestière française à monter vraiment une filière. La RE 2020, c'est comme toutes les réglementations. Et c'était, je crois, vrai de la RT 2012. Je n'étais pas en responsabilité sur ce sujet à l'époque. Au moment de l'arrivée de la réglementation, tout le monde s'inquiète. Et puis finalement, la filière absorbe assez bien. Et donc, les surcoûts de la RT 2012 ont été estimés à 3-4%. Et la RE 2020, elle est en fait très progressive. Elle a une partie énergie dans l'exploitation, c'est-à-dire dans le chauffage, l'utilisation du bâtiment qui arrive dès le 1er janvier 2022. Mais la partie plus impressionnante qui est le bilan carbone de l'acte de construire, donc les matériaux, etc. En 2022, en fait, la méthode devient opposable et le jalon plus significatif, le premier, arrive en 2025. Donc on a le temps. Du coup, c'est pas tellement un sujet dans la période. Bien sûr, on sera vigilant. J'ai d'ailleurs promis qu'on mettrait en place un process d'observation. Et si il y a des choses à modifier à la marge, on le fera. Moi, vous savez, je suis extrêmement pragmatique. On a d'ailleurs le sujet actuellement sur le DPE, qui est entré en vigueur au 1er juillet. On a quelques alertes de quelques difficultés. Le travail de concertation avec les grands réseaux immobiliers est en cours pour comprendre ce qui se passe et, le cas échéant, réagir si on a besoin. Donc, ce que je peux dire, c'est que je regarderai très près au 1er janvier 2022 et s'il y a besoin d'ajuster et d'ajuster au besoin. Voilà. Pragmatisme. Parfait. On avance, on a beaucoup de sujets abordés, mais là je vais avancer carrément de plusieurs années. En 2023, le Pinel, puisqu'on va rester sur le 9, va évoluer vraiment en 2 mots. Si on doit définir ce nouveau Pinel de 2023, ça sera quels critères qui seront repris? Vous êtes hyper attendu sur cette question. On compte pour avoir le taux plein de la réduction d'impôt. Quels critères prioritaires? Alors d'abord, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a fixé le cadre du Pinel pour 2023 et 2024 dès la loi de finances de l'année dernière. C'était une demande très forte. Moi, je suis arrivée en juillet 2020 et j'avais une demande très forte de tous les acteurs de l'immobilier disant le dispositif s'arrête, vous ne pouvez pas nous laisser dans l'expectative, il faut nous donner de la visibilité. Et c'est normal, l'immobilier, c'est du temps long entre le moment où on a un projet, le permis de construire, la construction, etc. Donc le Pinel classique, avec une réduction des taux de subvention fiscale, c'est connu et on n'y touchera pas. On n'a pas prévu d'y retoucher dans la loi de finances 2022. La visibilité est donnée jusqu'à 2024 inclus. On s'était aussi engagé à mieux soutenir le logement intermédiaire et ça fait partie des sujets qui sortiront de la discussion avec François Rebsamen et qui seront dans la loi de finances 2022. Finir un modèle économique qui fonctionne bien pour le logement intermédiaire, c'est-à-dire ce logement qui est aussi à prix plafonné pour les Français et qui est financé par des institutionnels. Sur ce qu'on va appeler le Pinel+, c'est-à-dire le maintien du Pinel à taux plein pour 2023 et 2024, la loi de finances de l'année dernière prévoit un critère écologique et un critère de qualité. Enfin, un ou plusieurs critères écologiques et un ou plusieurs critères de qualité. Donc c'est sur ce sujet qu'on va commencer à concerter informellement maintenant. En fait, on a déjà commencé et que je rendrai public officiellement le projet de texte mi-octobre. L'idée, c'est que les critères écologiques soient autour de la RE 2020, éventuellement de l'accélération, mais la RE 2020 est déjà assez ambitieuse, donc on n'a pas forcément besoin d'être beaucoup plus ambitieux, et qu'on ait un ou plusieurs critères de qualité issus du référentiel Girometti-Leclerc. Ça me ramène à mon point précédent. Quand je commande un travail, j'essaye de l'utiliser dans la mesure du possible assez rapidement parce que des rapports sur le logement, tout type de rapports, on en a beaucoup et il y a de quoi nourrir des bibliothèques. Surtout que ceux-là sont pertinents. Là, voilà. Donc maintenant, la discussion va commencer. Les promoteurs nous disent... En fait, on a 2 points de vue qui sont potentiellement contradictoires et qu'il faut qu'on résolve.
moi je l'ai dit publiquement, je pense que la qualité ne peut pas durablement être la variable d'ajustement des projets. Parce que c'est délétère. Et que, bien sûr, il y a une équation économique. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Et finalement, les critères enfin, les variables d'ajustement, c'est la taille, la double exposition, etc., etc. Mais à un moment, si on continue comme ça, l'attractivité des logements de centre-ville ou de banlieue, etc., va continuer à baisser avec cette demande de plus en plus forte d'avoir accès à un logement de qualité, ce qui est bien normal, et donc ce qui va amener les gens à aller toujours plus loin. Et ce n'est pas non plus le modèle souhaitable. Donc, il faut qu'on trouve une manière que la qualité redevienne l'un des critères en dur. Et la variable d'ajustement, ça peut être le respect total des possibilités du PLU, par exemple. Les promoteurs le disent. En moyenne, les projets de construction neuve sont 30% en deçà de la constructibilité des plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. C'est-à-dire, dit en français, le plan local d'urbanisme applicable à un terrain, c'est on peut construire jusqu'à 5 étages et on peut construire tant de mètres carrés sur une parcelle. Mais pour des raisons d'acceptabilité qu'on peut comprendre, encore une fois, moi je ne suis pas dans un conflit de principe. Pour des raisons d'acceptabilité qu'on peut comprendre, les maires sont prudents et réticents et disent « Non, je ne peux pas valider un R+5, il faut que vous fassiez du R+3 ». Et pour moi, les critères qualité environnementaux, construction bas carbone, matériaux biosourcés, et les critères qualité tout court, faire des logements de belle taille, avec une hauteur sous plafond suffisante, avec la luminosité dont les Français parlaient, traversant à chaque fois que c'est possible, ça peut permettre à un maire de dire « Ok, là, je suis prêt à signer un permis de construire qui mobilise la totalité de la constructibilité de la parcelle. » Et donc là, on en sort par le haut. Parce que dans ce cas-là, le référentiel qualité, ça n'est pas une contrainte de plus qui va renchérir encore plus. C'est d'une certaine manière ce qui permet d'optimiser ou en tout cas de mobiliser la totalité des droits à construire potentiels sur la parcelle. Donc pour moi, en fait, ça peut enclencher le cercle vicieux, ça peut se faire sortir du cercle vicieux dans lequel on est, et ça peut enclencher un cercle vertueux. Donc après, quels seront les critères qu'on retiendra du référentiel ? On va en discuter avec les promoteurs et on va trouver quelque chose qui me paraît être la résultante d'intérêt général. Et vous le ferez en concertation, bien évidemment. Je le ferai comme toujours en concertation, de façon rapprochée. Et de toute façon, quand on rend public le projet de décret le 14 octobre, il partira après en consultation officielle. Alors, si j'ai bien compris, effectivement, vous allez établir des critères pour qu'il y ait une prorogation, enfin, une nouvelle forme du Pinel, et qui permettrait aussi, dans l'acte de construire, donc pour l'octroi des permis, de favoriser la décision du maire axée sur les problématiques que vous avez indiquées. En fait, on ne fait que faire ce qu'on a dit qu'on allait faire l'année dernière. Et c'est vrai que tout le monde avait un peu oublié ce décret du Pinel à taux plein. Personne ne savait très bien ce qu'on mettrait dedans. Et moi, j'attendais à la fois la fin des débats sur la RE 2020 et ce référentiel de qualité. Après, quand vous avez un avantage fiscal à un produit, normalement, ça a un impact assez important sur la construction. Donc, ça peut tirer assez fortement le marché. Oui, mais merci, ne vous inquiétez pas. Il y a un pilote à bord, monsieur Chazoulière. Alors, on va revenir sur un succès. Je vous en ai déjà parlé. Carton, c'est MaPrimeRénov'. Mais carton, hein. Vous avez atteint en 2021, au premier trimestre, vous aviez atteint les chiffres de l'an dernier. Et là, on s'aventure. Voilà, on serait sur 800 000 dossiers, hein, je crois, à peu près. Et oui, on n'est pas très loin de 500 000 dossiers déposés. On a déjà plus de 400 000 dossiers acceptés. Et notre hypothèse, c'est 800 000 dossiers déposés fin d'année. Donc, c'est-à-dire 4 fois ce qu'on a fait l'année dernière. L'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui est l'agence qui gère et instruit MaPrimeRénov', finançait 80 à 90 000 rénovations par an en 2018 et va en financer 800 000 cette année. Et j'en profite pour saluer l'ANA, toutes les équipes et toutes les équipes du ministère et l'ADEME qui y contribuent, parce que c'est quand même un succès en gestion publique qui est aussi appréciable. On a été capable d'aller vers cette explosion des volumes avec une satisfaction des utilisateurs qui est grande. Ce qui prouve que les Français, pardonnez-moi, mais qui prouve que les Français sont vraiment engagés dans le process. Mais l'année prochaine, il va y avoir une évolution. Est-ce que vous procédez déjà à des arbitrages ou pas ? Certains disent qu'il y a des effets d'aubaine, justement, sur ce dispositif, qui profitent à certaines tâches, notamment l'installation des chaudières, je crois, plus qu'à d'autres. Et c'est pour ça qu'on attend des arbitrages. Est-ce qu'il y aura des arbitrages ? Est-ce que ce sera le cas ? Alors, d'abord, oui, il y a un vrai intérêt des Français. Et l'intérêt, le fait générateur, c'est d'améliorer le confort chez soi.
Et c'est une très bonne nouvelle, parce que quand on améliore le confort avec ces travaux de rénovation énergétique, c'est bon pour la planète. Pour l'année prochaine, projet de loi de finances présenté le 22 septembre, donc voilà, les chiffres seront connus à l'époque. Mais on va rester sur le même genre de dynamique MaPrimeRénov' l'année prochaine. Donc l'idée n'est pas du tout de le freiner, bien au contraire. MaPrimeRénov', ça a fait ses preuves cette année. Et donc il y aura de quoi financer l'équivalent en 2022. Après, sur le réglage fin, c'est un peu toujours la même méthode pragmatique. C'est-à-dire, l'année dernière, on a eu une explosion de l'isolation par l'extérieur dans des conditions un peu mal maîtrisées. Tout d'un coup, on a vu apparaître des devis à des prix dingues, avec du prix au mètre carré dingue, etc. Donc, on a un peu refroidi les barèmes. Si on a besoin, on continuera dans les évolutions fines à pondérer un peu différemment, ajuster un peu les barèmes à la hausse, à la baisse, là où on pense que potentiellement, il y a des abus. Vous vous souvenez des aides à 1 €, enfin des combles à 1 €, des plans, etc. Ça a à la fois permis à beaucoup de Français de faire des travaux dans de bonnes conditions, et puis ça a attiré malheureusement son lot d'escrocs, etc. Donc l'objectif, c'est de massifier les travaux en évitant les escroqueries et en évitant qu'on ait des soi-disant artisans, qui en général ne sont pas des vrais, parce que les vrais artisans, ils bossent très bien, qui en bénéficient. Donc on est toujours dans les ajustements à la marge, mais ça sera à la marge. Ça sera à la marge. Restons sur la rénovation énergétique. Depuis cet été, les ventes de logements sont soumises à un nouveau diagnostic de performance énergétique, plus contraignant. Opposable. Dit opposable. Ça veut dire que l'acheteur peut se retourner contre le vendeur s'il n'est pas satisfait du résultat. Concrètement... c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu ça. Je l'ai vraiment résumé de façon schématique. Quel va être, selon vous, l'impact de cette mesure à terme Vous l'avez évoqué tout à l'heure en liminaire. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais en gros, c'est l'équivalent de la loi Carrez appliquée à la rénovation énergétique. Et Gilles Carrez, qui a beaucoup fait, la loi Carrez, le mètre carré Carrez, il n'y a pas une annonce maintenant, vous n'avez pas les mètres carrés et le mètre carré Carrez. Parfois, vous avez des petites différences. Et donc, le mètre carré qui fait foi, c'est le mètre carré calculé avec une méthode qui a été standardisée et qui est opposable. Et donc, si vous achetez un appartement ou une maison et qu'on vous dit que ça fait 53 mètres carrés et qu'en fait, ça en fait 47, vous êtes fondé à dire « moi, j'ai payé pour 53 avec tel prix au mètre carré et donc la transaction, il faut la revoir pour que je sois remboursé si ça fait que 47 ». Et c'est quand même un progrès majeur. Le DPE, c'est pareil. Vous achetez et on vous dit « voilà la performance énergétique ». Il y a une méthode, elle a été validée, ça a pris du temps, elle est maintenant opposable. Et donc, une fois qu'on vous dit la performance énergétique, on vous dit, à utilisation moyenne, voilà la fourchette dans laquelle votre facture doit se positionner. En prenant le prix moyen du marché de l'électricité ou du gaz et en prenant l'hypothèse que vous avez une utilisation moyenne. Si vous êtes à 4 fois la facture, c'est pas que vous êtes frileux, c'est qu'il y a un problème dans l'analyse. Auquel cas, vous pouvez dire, moi j'ai acheté un appartement ou une maison où je pensais payer 100 € par mois de chauffage, ou 150. En fait, je suis à 600. D'abord, c'est dingue comme facture. Et ensuite, si j'avais su, j'aurais pas acheté ça. Ou alors, on en aurait parlé dans le prix parce qu'il y a 40 000 € de travaux à faire. Donc, c'est le principe de l'opposabilité. C'est extrêmement important. Et puis après, c'est ce qui nous permet aussi de phaser les travaux. Et puis, c'est la base sur laquelle on dit interdiction à la location des passoires thermiques à partir de 2025-2028. C'est valable pour l'achat et pour la location. Voilà, c'est important. Tout à fait. Et j'irai devant qui, alors, moi, concrètement si le recours. Je suis opposable, mais c'est... Quand il y a une transaction, quand c'est un achat, c'est le notaire. Enfin, c'est comme, à la limite, c'est comme les termites. Enfin, c'est tous les diagnostics opposables. Et après, sinon, c'est l'intermédiaire immobilier quand il y en a un. Et sinon, après, c'est du contentieux civil quand on est en gré à gré. Je vais découvrir que ça me satisfait pas. C'est une fois. Oui, mais après, si vous voulez, la responsabilité professionnelle des diagnostiqueurs est engagée. Les diagnostiqueurs, c'est des gens sérieux, c'est des gens dont c'est le métier. Donc, je me retournerai Donc, le diagnostiqueur, le premier recours, c'est vis-à-vis du diagnostiqueur lui-même. Mais quand on fait un bail de location... Mais de toute façon, ça va être fait proprement, il n'y a aucun doute là-dessus. Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est valable pour le bail de location. Hein. Oui, c'est valable pour le bail aussi. Donc le locataire à qui on a donné une estimation de 80 € par mois et qui se retrouve avec 350 € d'électricité par mois, il peut exercer un recours dans le cadre de son bail. C'est ça. Et ça, c'est un contentieux civil. Absolument. D'accord, ok, c'est extrêmement clair et on va l'observer avec beaucoup de vigilance. Avant de nous quitter, Emmanuel Vargon, on a fait un tout petit reportage. Guillaume, vous avez voulu nous faire part du marché du crédit immobilier pour cette rentrée. Oui, parce que c'est vraiment l'année moteur du marché immobilier depuis quelques années. Maintenant, les
taux bas, j'ai envie de dire les taux de plus en plus bas. Et puis donc nous sommes allés donc interroger Cécile Roclor, qui est bien connue sur le marché, porte-parole du courtier, la Compagnie européenne du crédit, et on fait le point avec elle sur le marché du crédit en cette rentrée et en cette fin d'année. On l'écoute. Comment se porte la distribution du crédit en cette rentrée ? La rentrée se passe très bien, elle est très dynamique. Pendant l'été, toutes les banques ont maintenu des taux de crédit historiquement bas. Certaines ont même baissé leurs taux, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous souhaitez emprunter, vous pouvez atteindre un taux de 1% en moyenne sur 20 ans, voire même moins, puisque les meilleurs profils pourront même décrocher un taux inférieur à 0,7%. Quelles conditions faut-il réunir vis-à-vis des banques pour emprunter à taux bas ? Il faudra réunir plusieurs critères et ils vont varier en fonction des banques et de leur politique commerciale, mais vous avez 2 éléments clés. La pérennité de vos revenus. La banque va s'attacher au fait que vous puissiez rembourser dans la durée votre crédit immobilier. Et puis un deuxième critère qui est plus récent, qui est l'apport issu de l'épargne, c'est-à-dire les euros sonnants et trébuchants que vous allez injecter dans votre projet. Il y a 2 ans, jour pour jour, 20% de ceux qui achetaient pour la première fois arrivaient à le faire sans épargne. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1 sur 10, donc avoir constitué un bas de laine pour se lancer est devenu quasiment essentiel. Le deuxième cadre qui est important à respecter, c'est celui du HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière. Depuis 2 ans, il édicte des règles auprès des banques pour délivrer du crédit immobilier. Vous en avez 2 essentielles. La première, c'est le taux d'endettement, c'est-à-dire ce que représentera votre mensualité de crédit dans vos revenus. Avec l'assurance emprunteur, cela ne devra pas excéder 35%. Et puis le deuxième, c'est la durée d'emprunt de votre crédit. Elle devrait être au maximum de 25 ans. Vous pourrez rajouter 2 ans si toutefois vous faites un achat dans le neuf ou de la construction individuelle. Les banques ont cependant 20% de leur crédit pour lesquels elles peuvent déroger à ces règles. À quoi peut-on s'attendre concernant l'évolution des taux pour la fin de l'année, voire 2022 ? Les taux devraient rester bas jusqu'à la fin de l'année et même au début de l'année prochaine, puisque les banques ont des objectifs de crédit immobilier toujours très élevés. Sauf à la marge, quelques mouvements, il ne devrait pas se passer grand-chose. Le deuxième élément important, ce sont les critères du HCSF, qui a confirmé lors de sa réunion du 14 septembre les critères de taux d'endettement et de durée, et a aussi confirmé sa décision de contrôler l'utilisation de l'enveloppe dérogatoire que font les banques. Elle pourrait donc être amenée à faire moins de dérogations, et les ménages les plus touchés pourraient être les ménages qui ont des revenus un peu serrés en raison du taux d'endettement et de la durée, mais aussi les profils d'investisseurs locatifs dont les revenus liés à la location pourraient être pondérés par les banques. Une réaction, Madame la Ministre ? Je trouve qu'on est dans une situation équilibrée. Les taux bas, évidemment, ça donne des opportunités d'achat pour ceux qui le peuvent. Mais le fait d'encadrer par le Haut Conseil à la stabilité financière, c'est important aussi pour ne pas mettre des ménages après en difficulté, des familles qui se lancent dans un projet et puis pour lesquelles la mensualité finalement n'est pas soutenable parce que notre responsabilité, c'est ça aussi. Je voudrais en profiter pour reparler d'un outil qui arrive au 1er janvier prochain sur la rénovation qui s'appelle le prêt avance rénovation. Puisque là, on parle du financement de l'achat. Mais sur la partie financement des travaux, il y a des cas dans lesquels c'est difficile d'équilibrer une grosse opération de travaux simplement sur les économies d'énergie. Et l'État rend possible un produit financier qui va déjà être commercialisé par la Banque Postale et par le Crédit Mutuel. Ça s'appelle ce prêt avance rénovation. Vous faites vos travaux et vous ne remboursez le montant des travaux, en tout cas la partie que vous empruntez, qu'au moment de la vente ou de la mutation du bien. Or, comme vous faites des travaux, a priori, la valeur du bien augmente, au moins du prix des travaux. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rembourser uniquement sur les économies d'usage, mais que comme votre bien prend de la valeur, c'est au moment où cette valeur est matérialisée, c'est un remboursement in fine. Et on paye les intérêts, par contre. Et on paye juste les intérêts pendant la période. Donc c'est un in fine, finalement. Exactement. Mais c'était compliqué à monter, il y avait des tas de problèmes juridiques. Surtout on a réussi à le faire. Qui peuvent durer 10, 15 ans, du coup, c'est in fine jusqu'à tant qu'il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de remboursement. On espère juste qu'il trouvera son public et que peut-être plus de banques le distribuent. Mais ça... moi, je suis très contente que 2 banques aient décidé de le distribuer de façon volontariste. À partir du moment où on a 2 banques de la place... C'est plafonné ou pas ? Je ne sais pas si c'est plafonné, mais de toute façon, comme c'est pour des travaux, c'est pas non plus des montants. Oui, bien sûr. C'est pas le prix, très pas le prix d'achat. Donc c'est un outil financier complémentaire qui, je crois, sera très utile. Oui. Merci beaucoup pour ce long d'entretien que vous nous avez accordé au grand rendez-vous de l'immobilier avec notre confrère de Capital et Guillaume en particulier. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. On va se croiser encore aussi, bien sûr, puisqu'on est spécialisé dans l'immobilier, c'est clair. Merci Emmanuel Vargon. Je rappelle que vous êtes ministre du logement. On enchaîne tout de suite sur nos séquences du grand rendez-vous de l'immobilier pour ce numéro de rentrée. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL.
l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Rebonjour les amis. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous a préparé une petite surprise pour ce 31e numéro. Ça fait déjà 4 ans là, qu'on vit ensemble, on est heureux. On vient de se mettre en ménage avec notre ami Guillaume d'ailleurs à ce sujet. Voilà, une nouveauté dans notre magazine préféré. L'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, sera avec nous chaque mois dorénavant pour décrypter l'actualité juridique du logement. D'ailleurs, je précise que notre amie Roselyne Conan, qui en est sa directrice, anime aussi une émission. Elle est dans la squad, dans la team de Michael Nogal pour notre émission de Planète Imo. Salut Roselyne. Bonjour messieurs. Comment ça va? Eh bien, parfaitement. Alors, vous allez nous livrer chaque mois un point précis, juridique, très prosaïque, très pragmatique pour nos auditeurs, n'est-ce pas Guillaume? Oui. Et alors, pour cette première, vous avez voulu parler d'un sujet d'actualité, le plan pluriannuel de travaux de copropriété. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est une des premières mesures qui entre en vigueur de la loi climat. Oui, alors peut-être un petit rappel, hein, on a eu une petite actualité cet été, hein, la loi climat résilience a égayé notre mois d'août. Oui, donc, je n'ai lu que ça d'ailleurs. C'est ça, donc l'analyse de l'ensemble de ces dispositions a été mise en ligne sur le site de l'ANIL, et parmi celles-ci, une des mesures qu'il est important peut-être de commenter, parce que le projet de plan pluriannuel de travaux, hein, puisque aujourd'hui on avait en tête ce que la loi Allure a introduit en 2014, le plan pluriannuel de travaux, qui était facultatif, hein, donc qui n'a pas forcément trouvé son public. Il y a eu une deuxième tentative dans le projet d'ordonnance, donc qui réformait la copropriété, et aussi d'introduire le plan de manière obligatoire, mais qui n'a pas été, je dirais, adopté en l'état. Et aujourd'hui, le texte introduit donc un projet de plan pluriannuel de travaux. Ça veut dire qu'avec une échéance cadencée, donc 2023, 24, 25, en fonction de la taille des copropriétés, on aura donc l'obligation d'adopter donc ce projet de plan, c'est-à-dire qu'il faudra que le syndic inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, tout d'abord, dans un premier temps, les modalités d'adoption, enfin de réalisation plutôt, de ce projet de plan. C'est-à-dire qu'il va falloir définir le professionnel. Ce sont des diagnostiqueurs agréés, dont vous pouvez retrouver la liste sur le ministère de la Transition écologique. Choisir un professionnel qui va produire ce projet de plan pluriannuel de travaux. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, donc ce professionnel va étudier l'ensemble des éléments relatifs au bâti, aux équipements, et puis il va identifier justement donc les travaux qui sont nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble. Ce qui est quand même pas inutile de savoir que nos garde-corps, ils vont s'écrouler et qu'ils risquent de tomber dans la rue, que le toit, il est fuyard et que d'ici 2 ans, de gros travaux seront nécessaires, mais également les travaux de rénovation énergétique. Et il y a aussi un enjeu de chiffrage et de hiérarchisation des travaux. C'est bien là que le bas blesse. Hein. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors, moi, je vais dire que c'est intéressant à 3 titres. C'est intéressant pour les copropriétaires qui sont dans les lieux, parce que, comme effectivement la ministre du Logement le rappelle régulièrement, il y a un véritable enjeu de rénovation énergétique des bâtiments, mais pas que. Il y a aussi un plan de lutte contre l'habitat dégradé. Donc, on connaît tous effectivement des bâtis qui sont en mauvais état. Ce qui est important, c'est de pouvoir connaître quelle est l'ampleur des travaux, ce que ça va coûter. Et à partir du moment où on aura effectivement établi en fait cet état des lieux, et puis ce que ça va coûter, on va pouvoir voter ce plan de travaux et les travaux à réaliser justement dans ces différents délais. Et je le disais, donc c'est intéressant pour les copropriétaires qui sont présents, mais c'est intéressant pour ceux qui vont entrer dans la copropriété. Vous avez les candidats à l'accession à la propriété, donc notamment les primo-accédants qui vont découvrir ce que c'est que la copropriété. Parce que quand on parle de qui est le syndic, qui est le conseil syndical, qui est le syndicat des copropriétaires, je ne suis pas sûre que tous ceux qui entrent dans la copropriété ont bien la connaissance justement de la gouvernance de la copropriété. Donc découvrir en tant que primo-accédant quelle va être l'ampleur des travaux au moment où j'achète, c'est-à-dire que est-ce que mon taux d'effort, je suis déjà au maximum, et que si dans 2 ans, il va y avoir des travaux importants qui vont être votés, ça va jouer énormément sur, je dirais, le quotidien, la trésorerie. Et puis, on parlera de la même chose pour un investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur, il ne va pas habiter dans le logement,
mais il est partie prenante au moment des votes. Et évidemment, bien évidemment, la copropriété, l'Assemblée générale reste souveraine dans la décision de dire oui ou non au vote des travaux. On aura un plan des travaux et son chiffrage sur plusieurs années. C'est ça, c'est ça. On aura justement ce chiffrage. Donc, les règles de majorité, peut-être pour être assez schématiques, c'est-à-dire que les modalités de réalisation, c'est voter à la majorité simple, c'est-à-dire que les présents est représenté. Et puis après, majorité absolue pour adopter le plan. Donc, c'est un petit peu plus soutenu en matière de majorité, mais il y a des systèmes de passerelles de majorité, donc tout ça peut vous être expliqué si vous voulez voir votre ADIL. Un outil de pilotage qui va nous permettre effectivement, qui permettra aux copropriétés d'y voir un peu plus clair, notamment pour ceux qui accèdent et entrent dans la propriété, très important, pour justement visualiser quels seront les travaux. Je pense qu'il était temps. Dernière question, on doit un petit truc. Quels sont les premières copropriétés qui auront l'obligation de lancer ce plan? Parce que vous avez dit... Les grandes. Les grandes. À partir de les plus de 200. Les plus de 200. Oui, l'échéance, ce sera le 1er janvier 2023. C'est les copropriétés de plus de 200 lots. 1er janvier 2023. Et après, les autres, ça sera plus tard. Voilà, ça sera décalé 24, 25. Et après, c'est les 51 200 lots et les moins de 50 Un autre point à rajouter important? Je dirais le plan pluriannuel, peut-être à garder à l'esprit, il sera révisé tous les 10 ans. Il sera révisé tous les 10 ans. On va l'actualiser. Pour l'actualiser. On va l'actualiser. Et puis, il y a tout un enjeu aussi sur l'habitat dégradé. Voilà, ce qui est important, c'est, comme vous le disiez, programmer, informer. On peut aller sur votre site pour trouver de l'information. Évidemment, allez sur le site de l'ANIL. Voilà. Consultez vos ADIL localement qui peuvent vous informer justement parce que on sait que cette information, elle est importante, elle est liée à l'immeuble. Voilà. Il y a l'information sur les aides parce qu'il faut les financer, ces travaux. Et donc, n'hésitez pas à solliciter justement ces guichets d'information qui sont sur les territoires. Et je précise que c'est gratuit, hein, les conseils. C'est gratuit et j'en profite également pour préciser qu'il y a des aides locales aussi qui sont mises en place par les départements, les régions, les EPCI, etc. N'hésitez pas à solliciter les ADIL qui vous informeront sur l'ensemble de ces dispositifs. Et voilà pour votre première séquence du point juridique de l'ANIL. Ça va, ça s'est bien passé, vous êtes content? Je crois que je vais revenir le mois prochain. Vous revenez, c'est sûr. Vous êtes d'accord? Voilà, vous retrouverez donc tous les mois dans notre séquence point juridique. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous les posez sur le site de Radio Imo, mais aussi sur le club des proprios de la page Facebook de Capital. Et Roselyne Conan se fera un plaisir de nous en parler chaque mois, au mois prochain, Roselyne. À bientôt. Et on enchaîne. Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'IMO, avec Stéphane Moquet. Eh bien, nous sommes toujours dans notre 31e numéro, saison 4 du grand rendez-vous de l'immobilier. Droit dans l'IMO, c'est aussi le numéro de rentrée dans ce grand rendez-vous de l'immobilier, toujours accompagné de Stéphane Moquet, directeur général de Orpi France. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Comment ça va Stéphane? En pleine forme. Vous avez passé un bel été? Ça fait du bien, je pense, comme pour tous les Français. Et voilà, et nous repartons avec vous pour cette nouvelle saison, 4e saison, 31e numéro déjà. Alors Stéphane Moquet, première question. Voilà, la rentrée est assez incroyable parce que quand on voit les chiffres de la transaction immobilière, on s'attend quasiment à plus d'1 million de transactions. On a presque eu l'impression que le confinement n'est pas passé par là. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il y a une vraie résilience dans les actifs immobiliers, plus que jamais en ce moment? L'immobilier s'est retrouvé renforcé dans cette période, puisque c'est l'un des secteurs d'activité qui ont le mieux résisté à tous ces événements de crise. Mais je crois que le confinement est passé par là parce qu'on a aussi des Français certainement qui ont voulu accélérer des projets immobiliers dus au confinement. Et la réflexion, je l'ai déjà dit souvent dans vos émissions, qui était quel est le cadre de vie dans lequel on veut vivre, nous, notre famille. Ils se sont rendus compte que des fois, c'était assez inconfortable et ça a certainement accéléré des projets immobiliers. Alors, on en a beaucoup parlé avec la ministre du Logement, qui est avec nous dans ce grand numéro. Est-ce qu'il y a eu... Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu un exode urbain, mais est-ce que vous, qui êtes à la tête du plus gros réseau français, avez-vous observé dans le ranking ou dans les choix une vraie modification dans l'expérience, l'usage de ceux qui veulent acquérir les primo-accédants ou ceux qui veulent éventuellement choisir peut-être terrasse, jardin, enfin il n'y a plus de discussion possible? Alors, nous, il y a un indicateur qui est intéressant qu'on a mesuré sur notre site, le site orpi.com, c'est plus 73% des recherches sont sur les maisons.
73% de hausse. De hausse. De hausse. Donc de plus en plus de personnes cherchent une maison. En fait. Exactement. Et on voit aussi sur notre portefeuille de gestion, c'est-à-dire les lots à la location, une grande difficulté à remettre en location des biens qui n'ont absolument aucune surface extérieure. Donc il y a une vraie évolution qui est assez légitime, parce que les gens ont vécu assez longtemps enfermés dans leur logement pour réaliser à quel point c'était précieux d'avoir une pièce à l'extérieur ou un jardin. On voit le phénomène très marqué sur Paris, par exemple, qui souffre beaucoup plus comme marché que la banlieue parisienne, puisque les Français sont en recherche. Vous voulez dire qu'il y a plus de difficultés, finalement, à louer des biens à Paris, alors qu'à une époque, ça se louait comme... Tout à fait. Et les gens recherchent aujourd'hui un peu plus d'espace pour certainement des fois accueillir un bureau dans le logement, et puis surtout une surface extérieure. Alors, surface extérieure, on sous-entend la terrasse ou un jardin. Oui, ou même un balcon. Un balcon. Il suffit d'une petite pièce, ça donne un point de respiration. Voilà. Ça peut être juste une petite table avec 2 chaises. On voit que c'est quand même plus complexe aujourd'hui de relouer ou de vendre des biens qui n'ont absolument aucune surface extérieure. Alors, vous l'avez indiqué clairement, donc là, du coup, c'est une bonne observation, parce que vous gérez un réseau qui est aujourd'hui le premier réseau national. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Moquet, que vous avez observé, alors je dirais pas un exode urbain, mais un vrai mouvement de population vers, finalement, des villes moyennes? Est-ce que on n'assiste pas, finalement, c'est aussi la question qu'on a posée, à une revanche des villes moyennes? J'allais employer exactement le même mot. Voilà. Alors, c'est pas très joli, les villes moyennes, ça fait un peu péjoratif, mais c'est vrai que... Des villes de 30 000, 50 000, 100 000 habitants. Des villes à taille humaine, des villes où les prix de l'immobilier sont plus raisonnables. Abordables. Et qui leur permet d'avoir des surfaces plus grandes, d'avoir des surfaces extérieures. Et donc, le télétravail, qui a favorisé le fait de pouvoir s'éloigner un peu de son bureau, puisqu'on n'a pas les contraintes des transports tous les jours. Donc oui, il y a aujourd'hui, et on l'a mesuré nous également sur nos flux migratoires, une revanche, un peu le terme, de toutes ces villes qui étaient un peu méprisées, un peu abandonnées. Voilà. Alors vous avez un maillage territorial national, il y a des agences Orpi sur toute la France, donc les orpistes, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, les orpistes. En ville moyenne, ont bien vu le phénomène. Alors, eux, ils perçoivent un phénomène d'abord très dynamique de leur marché, et puis ce qu'on appelle souvent l'arrivée des Parisiens. Est-ce que ça favorise pas un peu la hausse des prix? Très vite, le marché va être saturé aussi. Donc ça peut amener, à un moment donné, à ce que ces villes, il y a une pression aussi sur les prix, et que on va dire que les historiques, les gens qui y vivaient avant, commencent à avoir des difficultés pour acheter. C'est les phénomènes qu'on connaît. Mais ils ont aussi un peu plus de foncier, donc il y a certainement des facilités pour pouvoir faire des extensions dans les périphéries, des lotissements ou des programmes neufs. Dernière question, les crédits immobiliers sont toujours aussi attractifs. Est-ce que vous, chez Orpi, vous êtes plutôt confiant dans l'approche aujourd'hui des banques, malgré les alertes de la Banque de France sur le volume d'octroi de crédit, dont on peut dire effectivement qu'il a été très important, même si effectivement le HCSF a un peu relâché la bride en début d'année, puisque aujourd'hui on peut aller jusqu'à 35% de taux d'endettement. Alors c'est vraiment la clé pour l'immobilier, c'est l'essence qui fait rouler la voiture. Donc s'il y a un grain de sable sur la chaîne de la distribution du prêt immobilier, on peut avoir de grandes difficultés. Donc nous, on n'a pas constaté sur cette année pour l'instant de problème. On en avait eu un peu l'année dernière. Il y avait des profils qui étaient plutôt des primo-accédants et certains profils dans des secteurs d'activité qui avaient du mal à trouver un financement, ce qui n'était pas le cas quelques mois avant. On ne l'a pas retrouvé sur ce début d'année, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu inquiet. Pas tant de la hausse des taux d'intérêt, parce qu'ils sont aujourd'hui extrêmement bas, et même si ça remontait légèrement, ça ne viendrait pas gripper la machine, mais c'est donner la possibilité à tous les Français de pouvoir accéder à un prêt immobilier et sans stigmatiser les primo-accédants, par exemple. Donc, plus que jamais, on peut dire à ceux qui nous écoutent, plus que jamais, allez-y, les taux sont encore bons, vous pouvez encore financer votre projet. Exactement. Merci beaucoup, Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Orpi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro à la fois du Grand Rendez-vous de l'immobilier et de Droit dans l'IMO. Je vous rappelle que normalement, on fait un hors-série au Rent le mois prochain, en octobre, avec nos confrères de Capital. Merci Stéphane Moquet, et on enchaîne tout de suite avec la dernière partie de Ça vous concerne, votre épisode préféré. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Et rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est la dernière partie de Ça vous concerne, votre séquence tant attendue chaque mois avec toujours l'ami Vincent. On a toujours pas mal de questions pour ce grand rendez-vous. Et là, nous avons un avocat sur le plateau. Romain Rossilandi est avec nous, c'est notre avocat pour cette dernière partie. Bonjour, bienvenue. Première question de Florence du groupe Facebook Le Club des Proprios. Florence s'est récemment aperçue que son locataire ne vivait pas seul au sein du logement qu'elle lui louait. En soi, cette... bon, c'est comme ça. Florence, elle s'en est aperçue. Elle regarde. Tiens, il y a quelqu'un dans la cuisine ou il y a quelqu'un dans mon lit. C'est bizarre. Bon, ce serait pas son mari. C'est pas précisé. En soi, cette colocation non déclarée ne la dérange pas, mais elle se demande si cette situation ne peut pas poser problème en cas de litige ou de sinistre entre les parties. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous avez compris, c'est pas une colocation non déclarée, c'est un hébergement, d'un tiers. Alors, c'est ça. Si c'est son mari, peu importe. Qui s'est infiltré dans le logement. Manifestement, c'est pas une colocation, c'est-à-dire que cette personne n'est pas sur le bail, n'est pas co-titulaire du bail, donc il n'y a pas de solidarité entre eux. Par contre, ça pose une question sérieuse qu'on voit souvent dans les dossiers, c'est effectivement cette question d'hébergement d'un tiers. Beaucoup de bailleurs sont tentés d'interdire à leurs locataires d'héberger des tiers. Alors parfois on voit, il y a des restrictions, c'est vous pouvez accueillir des gens de votre famille, des proches, etc., mais pas des étrangers. Alors ça, c'est complètement interdit. Ah bon? La loi du 6 juillet 89, l'article 4, petit n pour être précis, déclare non écrite, enfin, on dit que c'est des clauses réputées non écrites, toute clause qui interdirait aux locataires d'héberger un tiers. Donc c'est interdit. Donc Florence, elle n'a pas le choix, j'ai envie de dire, elle n'a pas voix au chapitre, elle ne peut rien dire, si vous voulez, pour que sa locataire en titre accueille quelqu'un. En revanche... Ça paraît logique. Hein, c'est complètement logique. Elle peut avoir une intimité, sa colocataire, c'est sa vie privée. Un ami, un frère... C'est complètement normal. Voilà, en revanche, et ça c'est important de le rappeler, l'hébergement, c'est pas un prêt gratuit. C'est-à-dire que la locataire principale doit continuer à habiter personnellement dans le logement. Elle ne peut pas prêter son logement même à titre gratuit. Elle peut encore moins, vous en doutez, le sous-louer, puisque là, pour le coup, on rentre sous l'interdiction de la loi, article 8 de la loi de 89, il est interdit, évidemment, de sous-louer. La question de Florence, je crois que ça va un peu plus loin, ses inquiétudes, c'est en cas de contentieux. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Alors ça ne change pas grand-chose. Si les loyers ne sont pas payés, elle pourra avoir une action en résiliation de bail et expulsion contre sa locataire en titre. Et on demandera toujours, moi dans mes assignations, je demande l'expulsion de la locataire de Madame Tartampion et de tous les occupants de son chef. Donc ça couvre évidemment toute personne qui serait hébergée, peu importe qu'on ne connaisse pas le nom de cette personne. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de situation. Question de responsabilité aussi, si la personne non déclarée à l'origine d'un sinistre quelconque. Le locataire en titre est responsable. Ça, c'est le code civil. On est responsable du fait des personnes qu'on a sous la garde, donc les personnes que j'héberge. Effectivement, je suis responsable. Donc l'action judiciaire éventuelle, quel que soit sera dirigée, si vous voulez, contre le locataire principal. Et s'il y avait une sous-location prohibée, si elle découvre, alors ça c'est compliqué, mais si on le découvre, il faut savoir que le bailleur peut réclamer ce qu'on appelle les fruits civils, c'est-à-dire les sous-loyers, dès lors qu'il dépasse le montant du loyer principal. Ça, on le voit beaucoup dans les dossiers d'Airbnb, etc. C'est ça, si elle voit son logement sur le Bon Coin ou quoi. Voilà, exactement. Merci. Deuxième question maintenant, une autre question. Olive, du groupe Facebook Le Club des Proprios, il souhaite aménager ses combles d'une superficie de 58 mètres carrés. Il est précis, Olive. Il se demande s'il a besoin de déposer un permis de construire pour ça. Il disposera ensuite de 170 mètres carrés habitables une fois les travaux achevés. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Olive ou Olivier? C'est Olive, c'est noté Olive. Il s'appelle Olive ou Olivier? Il s'appelle Olive. C'est Olive. Alors Olive, appelons-le Tartampion. Aménager ses combles, alors on est souvent tenté d'aménager ses combles, se dire je vais aménager mes combles, personne ne le saura, je vais faire chez moi, je fais ce que je veux. C'est vraiment, on le voit souvent dans les dossiers, hein, ça c'est assez classique. Mais aménager ses combles, ça veut dire augmenter sa surface habitable. En droit de l'urbanisme, on parle, si vous voulez, de surface de plancher. Alors c'est quoi la surface de plancher? En fait, c'est simple, vous accumulez tous les étages de la maison, la surface de plancher, donc on ne tient pas compte des murs, des isolants, etc. Et c'est tout ce qui est au-dessus d'un mètre 80, bon, truc classique. Donc si cette surface, en fait, le code de l'urbanisme n'est jamais très simple, en dessous de 5 mètres carrés de création de surface, de plancher, aucune autorisation est nécessaire. Vous voulez faire un abri de jardin qui fait moins de 5 mètres carrés ou 5 mètres carrés d'ailleurs, pas d'autorisation nécessaire.
Ensuite, et c'est là où ça devient subtil, et je ne sais pas quel est le cas d'Olive, ça dépend un peu de si votre commune est couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols. C'est jamais simple. En gros, je vais vous faire, j'ai les textes précis. Si, première hypothèse, il n'y a pas de PLU, il n'y a pas de POS, plan d'occupation des sols. Il faut une simple déclaration de travaux, une déclaration préalable, si la création de surface de plancher est supérieure à 5 mètres carrés sans dépasser 20 mètres carrés. En revanche, toujours pas de PLU, il vous faudra un permis de construire si la création de surface de plancher est supérieure à 20 mètres carrés. Deuxième hypothèse, l'hypothèse quand même principale, c'est plus souvent le cas, où il y a un PLU ou un plan d'occupation des sols. Il vous faut une simple déclaration préalable si la création de surface de plancher est supérieure à 20 mètres carrés sans dépasser 40 mètres carrés. Et il vous faut un permis de construire, et je crois que c'est le cas de votre auditrice, Olive, si la surface de plancher créée est supérieure à 40 mètres carrés. J'ajoute que ce que vous disiez, c'est qu'elle avait 170 mètres carrés à la fin. À partir du moment où on dépasse les 150 mètres carrés, où la surface créée au total de la maison, ça fait 150 mètres carrés, il faut recourir obligatoirement, donc à un permis de construire, ça on l'a vu, mais surtout à un architecte. C'est obligatoire. Et un petit mot aussi sur les risques. Si jamais, effectivement, vous passez, vous dites je fais ça, j'aménage mes combles, ça ne se voit pas. Alors déjà, s'il y a une ouverture, un Velux, ça se verra, mais s'il n'y a pas d'ouverture et que la mairie la prend, sachez que la mairie, je cite le code de l'urbanisme, peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage édifié sans autorisation, et l'action civile se prescrit par 10 ans après l'achèvement des travaux. Donc ça peut durer très longtemps, et ça pose aussi des questions en cas de revente. Si vous revendez le bien immobilier qui n'a pas été déclaré, ça peut poser des problèmes. Que l'on comprenne bien, s'il fait les travaux, pas vu, pas pris pendant 10 ans, c'est tout bon? C'est prescrit, sauf qu'il y aura un petit problème au moment de la revente. Oui. Il faudra quand même qu'il informe son acquéreur. Attention, j'ai fait les travaux il y a plus de 10 ans, il faudra qu'il prouve que les travaux ont été achevés il y a plus de 10 ans. Croyez-moi, c'est pas toujours évident. Il faut avoir conservé les factures. Ah oui. Voilà. Mais la prescription civile, c'est 10 ans, effectivement. Donc, à compter de l'achèvement des travaux. Ok, si on sait que les travaux ont été achevés et que ça fait plus de 10 ans, c'est acquis. Oui, c'est prescrit. Eh ben, je suis tranquille. Il faut faire un constat d'huissier. La meilleure façon, c'est de faire un constat d'huissier. Faites venir un huissier, faites constater que les travaux ont été finis. Merci, ça valait le coup de venir là, de me lever ce matin. Merci beaucoup, Romain Rossi-Landy. Votre cabinet Rossi-Landy, avocat, c'est ça. On se retrouve, nous, dans un mois, ici, dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Et puis, dès maintenant, sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Vous posez vos questions, on les sélectionne, on y répond le mois prochain. Voilà, avec grand plaisir. Et on se retrouve le mois prochain, l'ami Vincent. Merci à vous et merci à vous, Romain Rossi-Landy. Et bien sûr, toujours sur le site internet, si on veut un bon avocat avec... Rossi-Landy-avocat.fr. Voilà. Rossi-Landy avec Rossi entre Landy. Il y a le petit tiret du 6. Le petit tiret du 6, tout simplement. Merci à vous. Merci, Romain. Merci. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency. Rebonjour à toutes et à tous, c'est la fin de ce 31e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. J'ai toujours beaucoup de plaisir à l'animer depuis maintenant 4 ans avec vous, mon cher Guillaume. Oui, on se retrouve donc le mois prochain, mon cher Sylvain, le vendredi 15 octobre à 18h05, dans une émission spéciale que nous consacrerons au loyer. Alors, au loyer, c'est pour le numéro d'octobre, mais on aura aussi normalement un numéro spécial qui sera fait lors des grands événements qui touchent l'industrie immobilière. Mais je crois, mon cher Guillaume, que vous voulez nous faire passer un message. Oui, au nom de toute la rédaction de Capital, je souhaite aussi rendre hommage à notre confrère Manuel Alavert, qui vient malheureusement de nous quitter de façon tragique à 33 ans. Manuel était un journaliste généreux et talentueux que nous aimions tous, unanimement apprécié par tous ses collègues. Alors là, je le redis, toutes nos pensées vont aujourd'hui à sa famille et à ses proches. Voilà, merci à vous. Et effectivement, toute la presse en est beaucoup émue cette semaine. Et bien évidemment, l'équipe de Radio Imo s'associe à nos confrères de Capital pour ce tragique événement. Voilà, je rappelle, Manuel Alavert était journaliste aux rédactions de Capital. Merci en tout cas. C'est donc le 15 octobre qu'on va se retrouver vers 18h05, mais n'oubliez pas, on va faire un numéro spécial pour le Real Estate and New Technologies, le RENT, qui réunit la planète immobilière en octobre. On vous donnera plus d'infos sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de Web Radio Audition et de Radio Imo, bien évidemment, mais bien évidemment aussi à nos équipes, les équipes de Capital, Nicolas Sandanassami qui est à la manœuvre de l'autre côté, l'ensemble des équipes, l'ami Vincent qui produit le numéro, toutes les équipes, et vous aussi Guillaume, et on va se retrouver le mois prochain.
Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr